Vous êtes à l'écoute de la Ligue des Cinévores, toujours en compagnie, moi, Mathieu, et avec moi, toujours à mes côtés, mon inséparable moi-même, Max. Comment ça va, Max? Ça va bien. Excuse-moi, mais voyons, on a perdu une partie du podcast. Je m'excuse. Bon, vas-y, continue. Oui, effectivement, petite mention pour ceux qui ont écouté l'épisode la semaine passée, dû à l'incompétence de Max, eh bien, on a perdu la dernière partie de l'émission. Monsieur veut pas faire le montage en plus. Donc, malheureusement, c'est ça, il manquait la zone spoiler. On n'a pas été capable de la récupérer, mais on a pu mentionner nos notes dans la description de notre émission. Pour ceux qui n'ont pas remarqué, C'est de valeur parce que c'était le meilleur épisode. On avait fait notre meilleure finale ever. Écoute, on avait amené Robert De Niro. Il nous avait joint. Il était là, oh, c'était long comme film. On avait vraiment genre un casting 5 étoiles. On avait Jesse Anctil qui était au coin, qui était là, et puis il applaudissait. On t'entendait juste. Ouais. On l'avait invité comme figurant. T'sais, on a tellement de budget, nous, que... Ah ouais. Mais c'est correct. On va se reprendre un moment donné. Ah oui, éventuellement. Une fois ou 2 ans, là. Bref, donc il manquait la partie, mais comme j'ai dit nos notes, moi j'avais donné 3 sur 5 et Max avait donné 2.5 sur 5 et c'était pour le film, là tu vas falloir que tu me rappelles, j'ai un petit Ocean 8. Il te rappelle ta note, par exemple. Et donc voilà. Et cette semaine, on critique un film assez particulier qui est Upgrade, un film indépendant américano-australien. Et on va aussi parler de On perd Superman. On met un vendeur de drogue dans un western et on fait un sourire à Venom. Et sans plus attendre, on va du côté des chroniques. Les chroniques. Alors, on est du côté des chroniques et je laisse tout de suite la parole à Max, car on commence toujours par ce qu'on a vu et écouté. Et Max, tu as beaucoup de choses à dire. Ouais, ben écoute, j'ai écouté une série que j'ai finie. J'en ai parlé un petit peu brièvement la semaine passée. C'était Ozark. Je l'ai complètement fini là, au début de la semaine. J'avais juste ça à faire vu que ma copie de Spider-Man est arrivée super en retard. C'est ça, je l'ai fini. C'est la série de Netflix qui est une série originale qui contient l'acteur Jason Bateman qu'on est habitué de voir faire des comédies. Oui. Et dans le fond, là, ici, c'est la saison 2. Dans le fond, pour résumer un peu l'histoire, c'est une famille qui est ramassée à faire du blanchiment d'argent pour pouvoir sauver leur peau. Et dans le fond, ici, la mafia, le monde de la ville vont s'entremêler et va amener des situations. Cette série-là, rien va bien, là. Tout va mal, ça flotte entre la limite du bon goût. C'est excellent. Pour vrai, là, c'est vraiment une des meilleures séries qu'il y a actuellement sur Netflix. Faut vraiment écouter ça. Je trouve ça tellement bon. Je sais qu'il y en a beaucoup qui comparaient ça à Breaking Bad. J'ai jamais écouté Breaking Bad, fait que je sais pas, là, mais, mais je trouve ça hallucinant comme série. Je trouve ça vraiment bon et c'est vraiment bien écrit. Même les épisodes, tu sais, souvent, il y a des séries que je peux reprocher qu'on met un punch à la fin pour que tu écoutes le prochain épisode. Puis t'es comme, voyons, le reste de l'épisode, finalement, il se passe focal. Non, c'est ça, cette série-là. C'est tout le temps à t'entraîner tout le long de l'épisode. Et il n'y a pas beaucoup qui peut se permettre de se vanter de ça. J'ai vraiment trippé sur cette série-là. Sinon, c'est ça. Fait que après ça, j'ai joué à Spider-Man, mais c'est autre histoire. On comprend ça. Écoute, pour ma part, j'ai écouté un film et 2 séries nouvelles. Dont une j'avais un peu mentionné la semaine passée, mais j'ai commencé avec le film. J'ai écouté le film Red Sparrow, le mono rouge en français. Oui, c'est la traduction. J'aime mieux en anglais, hein? Faut que tu l'avoues que ça sonne mieux, là. Ah, ben, c'est un peu comme ça me fait rappeler le dernier Pirates des Caraïbes quand ils traduisent le nom de Jack Sparrow, quand ils disent que Sparrow, dans le fond, c'est son surnom, puis ça veut dire le moineau parce qu'il était tout le temps en haut du mât pour observer les autres bateaux au loin. On se nommait le moineau, donc Sparrow, moineau. Wow. Donc voilà. Et bref, j'ai écouté Red Sparrow, qui est un film qui met en vedette Jennifer Lawrence dans le rôle d'une Russe qui sa vie va être chamboulée et qui va devenir espionne pour la Russie dans une époque moderne. Et dans le fond, c'est vraiment ça donne l'impression qu'on est comme dans l'époque de la guerre froide, mais moderne. Et je trouve que ça faisait quelques références un peu au personnage de Black Widow, une espionne russe qui s'infiltre dans un univers qui n'est pas russe. Et dans ce cas-ci, elle fait une excellente performance. C'est pas le film du siècle en soi. Je sais qu'il y a une passe où que Jennifer Lawrence est sur le bord de la piscine dans un costume ultra mémorable. Ouais, ben, à un moment donné, elle doit s'infiltrer elle doit réussir
à filtrer, pas filtrer, à cruiser, dans le fond, un espion américain qui est en Europe. Et elle sait qu'il va chaque matin faire des longueurs dans une piscine. Fait qu'elle sait qu'elle se rend là, puis elle porte des costumes de bain moulants, puis elle va se baigner là, puis ils vont se croiser, puis elle va même se teindre en blonde, parce qu'au début dans le film, elle est brune, puis pour l'espionnage, elle va se teindre en blond. Les deux couleurs, ils vont très bien, parce que dans la vraie vie, elle alterne entre ces couleurs-là aussi. Et le film est bon, il y a une bonne twist finale au film, très surprenant. J'ai adoré l'ambiance. Je dirais qu'il y a un peu de longueur au début du film. Puis à certains moments, c'est assez brutal comme film. Surtout, il y a une phase au début du film où, que, dans le fond, elle a sa formation d'espionne. Mais c'est pas un film d'action, là. Il n'y a pas d'action, mais écoute, il y a des thèmes comme l'espionnage, oui, mais la prostitution, le viol, la violence. Il y a des moments, si je vous dis, ça commence au début du film, à un moment donné, Jennifer Lawrence se fait vraiment brasser, je vais rien spoiler, mais elle se fait brasser, mon gars, là. Mais le film avait reçu vraiment des critiques très, très, très mauvaises, là. Ben, j'ai pas trop regardé les critiques de ce film-là. Mais ça m'avait intrigué quand il avait annoncé ce film-là. J'avais vu les bandes annonces, j'étais comme, ok, l'ambiance, ça m'a intéressant. Puis beaucoup de gens disaient que c'est un film qui aurait dû être le film sur Black Widow. Et il y a certains éléments qui fit. Évidemment, c'est pas exactement la même chose vu que c'est pas l'univers de Marvel. Mais j'ai passé quand même un moment intéressant à écouter. Et il faut mentionner qu'à la base, j'étais censé réécouter le monde le Jurassic World, le monde Jurassique, le Royaume déchu, qui est le deuxième de la saga. J'étais censé les réécouter en 4K avec mes amis, mais le fichier était corrompu. Et donc, on a décidé d'écouter ce film-là à la place. Parce qu'ils ont tenté de le télécharger de façon légale. Évidemment, toujours. Toujours légal. Toujours légal. Toujours. Tout est légal. Moi, je dis tout le temps, tout est légal tant que tu ne sais pas prendre. Ouais. Comme t'es plantes pas dans ta chambre, là, c'est légal parce que personne ne le sait. Ah, c'est vrai. Faut t'arrêter de m'en acheter. Ah, c'est ça, arrête de m'en vendre. Bref, bref, je continue dans ce que j'ai vu. J'ai fini la saison 2 d'Iron Fist. J'en avais un peu parlé la semaine passée. C'était une série que j'attendais avec ni chaud ni froid à la base. Parce que saison 1. C'était mauvais. C'était moyen mitigé. Moi, j'ai trouvé correct, mitigé. Mais pour beaucoup de personnes, ils avaient trouvé ça mauvais. Je peux comprendre, mais il y avait beaucoup de défauts de cette série-là qui n'étaient pas à cause de la série en tant que telle, mais à cause du planning. Tu sais, des fois, quand tu es serré dans le temps, tu fais des choix qui sont plus ou moins douteux. Dans la mesure que dans la saison 1, l'acteur principal avait 15 minutes à chaque début de tournage pour pratiquer les chorégraphies. Donc, tu le voyais dans les combats que c'était pas fluide. Le Defender, il était un peu mieux, là. Il y avait plus de temps, vu qu'il justement était condensé dans le temps aussi, à cause qu'il allait tourner Defender après. Là, on voit qu'il y avait plus de temps devant lui pour la saison 2, qui ont changé l'équipe autour de la série. Autant pour le scénario que celui qui s'occupe des chorégraphies. C'est vraiment un autre niveau. Dès le premier épisode, c'est incroyablement intense. Et tout le long, ça reste comme ça. Il n'y a pas vraiment de longueur dans la série. La plupart des personnages sont vraiment intéressants, surtout le frère Plassard Mitchum, qui est intéressant dans la saison 1. Ici, ils sont intéressants. Par contre, la sœur, je dirais que elle est gossante dans les premiers épisodes, mais à un moment donné, elle remonte la pente, puis là, elle devient intéressante. Mais sinon, les nouveaux personnages sont très intéressants. L'actrice Alice Eve, qui est une nouvelle dans la série, qui fait une super vilaine dans l'univers d'Iron Fist, est excellente. Puis j'ai hâte de la revoir parce que son personnage est toujours présent dans la série. Puis j'ai jamais vu une série Marvel de Netflix comme celle-ci, dans la mesure qu'ils ont laissé tellement une grosse ouverture à la fin du dernier épisode qu'il y a tellement de possibilités. Il y a tellement d'arcs narratifs qu'ils peuvent faire que ça s'annonce bien pour une saison 3 qui va être prometteuse. Et par contre, si je peux aller dans les points négatifs, une chose qui m'a chicoté, puis c'est un élément qui sont sûrement inspirés de Black Panthers, parce que c'est un des éléments de Black Panthers qui était plus ou moins douteux, c'est que le fait que dans Black Panthers, pour avoir le pouvoir de la panthère noire, fait que tu boives une plante qui a été travaillée avant, et cette plante a des propriétés magiques. Et dans le fond, n'importe qui peut dans le fond, être une Black Panthers. Il faut juste que tu ailles la plante. Et donc, comme dans Black Panthers, à un moment donné, il perd ses pouvoirs puis il récupère. Iron Fist a le même problème dans la série, dans la mesure que le méchant qui est Davos, qu'on peut voir dans la saison 1, son but c'est de voler le pouvoir d'Iron Fist. Il va trouver un rituel ancien qui lui permet de voler le pouvoir d'Iron Fist. Et ils vont jongler avec ça, avec son pouvoir. Et ça fait quelque chose de vraiment spécial. Puis la fin aussi, même si c'est une grande ouverture intéressante, pour le personnage de Danny Rand, qui est le personnage principal, je dirais ce que tu vas dire. Je veux rien spoiler, mais je trouve que c'est le personnage qui s'est démarqué le moins, même si c'est une belle ouverture à la fin pour la suite. Je dirais qu'à la fin, ils ont voulu le mettre un peu plus de côté, puis je trouve ça dommage, étant donné que c'est le personnage principal de la série. Mais reste que j'ai adoré, c'est vraiment un niveau plus élevé que la saison 1. Puis ça vaut les tours, autant pour ceux qui n'ont pas aimé la saison 1 que pour ceux qui l'ont aimé, c'est à voir. Et aussi, il y a un teaser à la fin de la saison 2 pour Daredevil saison 3.
qui est maintenant disponible en ligne, qu'on va reparler dans quelques instants, mais qui est vraiment, ça m'a excité parce que j'adore Daredevil. Donc, à voir. Et je finis avec une nouvelle série que j'ai commencé cette semaine. Comme vous le savez, Max aussi, tu le sais, j'adore les séries policières et j'aime en découvrir des nouvelles. Et de temps en temps, je fais des recherches, je regarde des classements, tout ça. Et celle-ci que je vais vous parler, dans le fond, je l'ai vu passer sur mon Facebook il n'y a pas très longtemps de ça. Et ça m'avait intrigué parce que l'acteur principal il est très charismatique. Puis je l'ai vu dans plusieurs choses. C'est Matt Bomer, qui a joué entre autres dans les 2 films Magic Mike, entre autres pour les femmes et Max qui nous écoutent, qui ont vu le film. Et dans le fond, la série, c'est FBI duo très spécial, flic et escroc. Et dans le fond, c'est une série policière qu'on suit dans le fond un agent du FBI qui va engager comme consultant un des plus grands escrocs de notre siècle, qui joue par Matt Bonner. Et la série commence dans le fond qu'il est en prison parce qu'il s'est fait prendre par cet agent-là. Et ça fait 4 ans qu'il est en prison. Et il devait sortir dans quelques mois. Et il décide de s'évader avant la fin de son temps pour retrouver sa copine qui a disparu. Et ça va faire en sorte qu'il va devoir rester en prison plus longtemps, mais il va s'entendre avec l'agent du FBI pour devenir consultant. Et il va aider évidemment l'agent à résoudre des enquêtes avec ses talents d'escroc. Et ça fait vraiment c'est vraiment une série quand même assez légère, mais l'acteur principal il est vraiment bon, il a un charisme fou. Et il y a vraiment une petite touche humour qui est vraiment bonne. Et tu vois qu'il s'amuse là-dedans, dans les scènes. Tu sais, les agents du FBI vont être sérieux, puis un peu froid. Lui, il est léger, il s'amuse, puis il n'hésite pas à se mettre en danger parce qu'il sait qu'il contrôle la situation. Puis même des fois, il manipule les gens, puis c'est tellement ridicule. Il y a un épisode, j'ai écouté récemment, où il manipule un politicien pour prouver qu'il est corrompu. Puis il invente une histoire autour d'un parc, puis l'histoire fait le tour des nouvelles, puis tout le monde croit à cette histoire-là. Genre, l'agent de l'éveil, il regarde, fait comme ok, mais t'as genre manipulé toute la population, là. Puis c'est vraiment très bon. Cet acteur-là, je le connaissais peu. Je l'avais vu dans Glee. Il faisait un rôle secondaire. Puis je l'avais vu dans 2-3 autres rôles plus secondaires. Mais je sais que c'est une des séries fortes qui l'a fait connaître, qui a eu le droit, je pense, à 7 saisons. Et vraiment, c'est une bonne série policière légère qui s'écoute bien et originale en soi. C'est pas un niveau, mettons, de Deception que tu avais beaucoup ri ou qu'on suivait un magicien qui aidait la police. Ici, c'est vraiment un autre niveau de qualité. Je vois ton visage, là, mais ici, c'est vraiment un autre niveau de qualité. C'est vraiment bon. Et tous les personnages de la série sont attachants, autant l'agent du FBI que lui-même. Et moi, c'est une série que je vous invite à découvrir. J'ai écouté la saison 1 cette semaine et c'est vraiment très bon. Bref, on va des nouvelles. Et je vais te laisser commencer. Ouais, ben dans le fond, on a quelques petites nouvelles cette semaine. C'est surtout ça, hein, ces derniers temps. On tourne un peu sur des nouvelles qui ont moins grosses, mais je te laisse la plus grosse parce que t'es gentil. Ouais, j'ai le cœur sur la main. On a eu des nouvelles par rapport au film Venom. Oui. Des nouvelles qui me laissent un peu perplexe. À la base, quand le film Venom était annoncé, on parlait ici d'un film mature et sombre et surtout violent. Et ça a été vendu comme ça, surtout qu'après ça, on venait de sortir, quand ça a été annoncé, on venait de sortir de Logan et de Deadpool 2. Et là, on a eu exactement l'heure que le film va durer. Le film va prendre une durée d'1h52, ce qui est notable. Là, je veux dire, dans n'importe quel film de Marvel, 1h52, c'est bien correct. Mais où qu'on le bas blesse un peu, c'est que le film tombe PG-13, qui veut dire que probablement ici, il va être ramassé soit général avec des conseillers pour jeunes enfants, ou on va atteindre le 13 ans et plus. Je voterai pour le général, c'est plate à dire, mais c'est souvent ça. C'est ça, dans le fond, le film, ça veut dire que tout ce qui était violence, ça a été coupé au montage, ça a été adouci. La réelle rumeur qui ferait que pourquoi que Sony a décidé de mettre le film un peu moins violent, puis un peu moins... Le but, c'est que on cherche à pouvoir rejoindre le MCU. Sony souhaite vraiment pouvoir intégrer ces personnages à travers les films de Disney. Écoute, c'est juste des rumeurs. Il n'y a pas rien qui était confirmé nulle part que c'était pour ça, mais même en y repensant, c'est comme une évidence. Ça fait sens parce qu'une compagnie veut faire de l'argent. Calcule qu'eux autres, ils doivent voir l'argent qu'ils font actuellement avec Spider-Man, le film, on parle. Homecoming, il est produit, il est réalisé, tout ça par Sony, mais en même temps, eux autres peuvent prêter le personnage dans Avengers et Sony, pas Sony, mais Disney a un œil sur le personnage, puis ils peuvent le mettre à leur goût aussi. Ouais. Je suis inquiet dans la mesure que quand on adoucit un film comme ça, il y a des risques qu'en même temps ça marche pas. C'est de la censure. Ouais, c'est de la censure, puis des fois ça scrape le film. Ou ça le rend moins bon. Certaines personnes ont reproché au dernier Deadpool 2, d'être moins bon dans la mesure qu'ils ont voulu le rendre plus général.
Ils ont changé de classement, je sais pas si tu avais remarqué. Non, mais je l'ai pas trouvé moins violent. Je l'ai trouvé plus violent, mais c'est peut-être moi qui se Ben, trompe. il y avait peut-être plus de scènes d'action, mais la violence était moins mise de l'avant dans la mesure que c'était pas tant sanglant, mais dans la mesure que c'est une des choses qui était reprochée du Deadpool, c'est qu'il avait adouci pour un plus large public, et des fois c'est pas nécessairement la bonne chose à faire. Et pour Venom, ça avait l'air d'être ambitieux de le faire justement sombre pour montrer un univers vraiment intéressant, puis ça s'appropriait bien pour Venom, qui était un personnage qui fitait dans ce genre d'ambiance-là. Là, de l'adoucir, j'ai peur que ça scrape le film, que finalement, il abandonne le projet de faire d'autres films avec ça, parce que le premier n'a pas marché. Puis Sony, ils sont très intenses dans la mesure que si le projet marche pas, ils mettent dans le placard, puis ça reste dans le placard. Donc, c'est pas comme Jumanji qui sont partis sur une saga. Là. À voir. Mais bon, ça m'inquiète. Deuxième nouvelle, tant qu'à rester dans l'univers des comics, moi, il y a un univers de comics que j'aime vraiment beaucoup. Et c'est les Archie. Tout ce qui est Archie, Jughead, Betty and Veronica. Moi, j'ai lu ça là, toute ma jeunesse. Et actuellement, il y a la série Riverdale qui est basée sur Archie Comics, sans nommer Archie comme dans le titre, que j'ai beaucoup détesté. Là, je vais m'expliquer pourquoi. Parce que je suis quelqu'un qui n'est pas un puriste. Tu m'annonces que Spider-Man va être une personne noire, pas de problème. Tu m'annonces que, je sais pas, mettons que Superman pourrait être incarné par Michael B. Jordan, va faire OK, c'est weird. Mais ça me dérange pas. Qu'on change le sexe d'un personnage. Dans n'importe quelle série, on dit que Die Hard 8, ça va être une femme, elle va s'appeler Jane McClane, va faire OK, oh, mais Riverdale, ils ont tellement été à l'opposé des personnages, sont tellement été contraires de tout ce que j'aimais de ces personnages-là. On a un personnage qui s'appelle Veronica. Ceux qui connaissent la série vont savoir tout de qui je parle. Ouais. Mais là-dedans, c'est une fille gentille, sage. Mais dans le comic, c'est une crise de bitch. C'est comme quasiment une méchante dans les comics. Archie couche avec son professeur. Puis dans les bandes dessinées, ce professeur-là a 90 ans, puis lui, il a 20, puis on suppose même qu'il est encore plus haut, tu sais. Bref, la série s'en va tellement à l'opposé de comment j'aimais les personnages que j'ai jamais pu m'accrocher. Et là, où que je m'en vais avec ça? Parce que oui, avant tout, c'était interlude. De ça. Oui, c'est ça. C'est un spin-off. Parce que c'était nécessaire. Il va y avoir un spin-off avec Sabrina. Sabrina, je sais pas si tu te rappelles, il y a déjà eu une série qu'on a sûrement eu la chance d'écouter à Canal Famille avec un chat fait clairement en maquette, qui était très bizarre quand je pense. Dans le fond, c'est ça, il y a une série basée sur l'univers de Sabrina qui s'en vient. On lâche les couleurs. C'est fini les couleurs. Sabrina étant une sorcière joyeuse et optimiste. Là-dedans, ça a l'air d'une Sabrina qui joue avec des démons, là, puis qu'elle fait des rituels satanus. Ça semble plus proche de ça. Je dis pas que ce sera pas bon. Puis je vais l'écouter, je vais vraiment lui donner sa chance. Mais je trouve vraiment les personnages que j'ai aimés, ben, ils ont disparu. Ils n'existent plus. Fait que, mais on va voir. Je me souviens de la série à l'époque qui était quand même assez joyeuse. Avec ses tantes pis tout. Ouais, c'est ça. Avec ses tantes, je me rappelle, c'était bon. Il n'y a plus aucun actrice de ça qu'on voit maintenant. Hein. Non, c'est vrai. Je pense que j'en ai vu une là-dedans qui aujourd'hui était comme rendue juge à Kipargogne. Là. Oui, c'est ça. Ouais, t'as raison. Je me trompe pas. Là. Je me rappelle, une ça a juste fait Zelda. Parce qu'il y en a une qui s'appelle Zelda. Là, mais je sais que l'actrice qui faisait Sabrina a tenté quelques films et autres séries, mais elle était trop attachée à ce rôle-là, je pense. C'est ça qui a fait en sorte qu'on la voit plus vraiment. Ouais, j'ai souvenir de l'avoir vu. Moi, j'avais vu dans un film, on est une comédie amoureuse. Là. Je sais plus c'était quoi, mais j'avais vu là-dedans. Moi, je l'ai vu. C'était un film sur le fait que Dieu est un bon, puis que ceux qui croient pas en Dieu, ils sont pas bons. C'est un film qui a fait comme polémique, genre, qui est sorti qu'aux États-Unis. C'est un film genre c'est de la propagande catholique. Là. Oh boy. Ouais. Une nouvelle que je suis content. Je commence vraiment à développer un autre univers que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Je suis pas un grand amateur de films d'horreur, mais je dois l'admettre, cette franchise-là, c'est une franchise que j'aime vraiment beaucoup. C'est Conjuring. Officiellement, le 3e épisode, on le sait, tout le monde le sait que ça s'en vient. Oui. La première chose qui est bon à savoir, c'est qu'on sait que... Je sais pas si tu vu, Matt? Conjuring, je crois que j'ai vu le premier. Ben dans le fond, les 2 premiers films se résument beaucoup à une famille qui va pas bien parce qu'ils ont des esprits dans la maison et les 2 enquêteurs vont rentrer. Où que j'aime Conjuring plus que
n'importe quel autre film d'horreur, c'est des films d'horreur, mais c'est des films d'enquête. Ouais. Et c'est des films qui tentent de découvrir qu'est-ce qui se passe et de comprendre ce qu'il y a dans la maison. Et ce qui a permis de faire plein de spin-offs, comme il y a The Nun qui est sorti le week-end passé. Ouais, et Annabelle. Ouais, il y a eu Annabelle aussi, qui en a eu 2. Puis apparemment qu'Annabelle Creation est très bon. Puis les 2 Conjuring sont vraiment des bons films. Là, on a su que le 3e film devrait s'en venir. En principe, tombe en production maintenant. Et devrait être réalisé pour l'année prochaine. Ce qui pourrait permettre une sortie soit l'année prochaine ou au début de l'année prochaine. L'autre, dans le fond, 2020, là, tu me suis. Ce qui était mentionné, par exemple, c'est que le film pourrait changer de cap un peu. On pourrait s'en aller hors d'une famille qui est prise avec des fantômes dans la maison, mais bien dans une autre direction. On parle même de créatures maléfiques telles j'allais dire un kangourou. Je sais pas pourquoi. On parle de loups-garous, de monstres. Faut dire qu'à la base de l'univers de Conjuring, puis d'Annabelle, puis de Nun, ça, c'est basé sur les histoires des Warren. Là. Ouais, c'est ça qui est une histoire vraie, là. Ouais, c'est basé sur des enquêtes qu'ils ont faites, tout ça. Et je me demande le 3e si ça va être encore le même principe, mais ils sont en train de créer un univers avec ces films-là, parce que The Nun, c'est comme une préquelle. Ouais, puis The Nun, dans la bande-annonce, ce qu'on voit, c'est écrit vraiment mot pour mot, faisant partie du film universe The Conjuring. Ça fait OK! Mais c'est la franchise de cinéma la plus rentable de toute l'histoire, hein? Ah ouais? Ouais, je pensais que c'était comme les Friday the 13 ou. Dans les films d'horreur, là? Ouais, c'est ça. Ouais, on parle pas, mettons, comme Marvel, là. Ouais. Non, c'est vraiment dans les films d'horreur. C'est les films d'horreur les plus rentables de l'histoire du cinéma. Je l'ignorais, je l'ai su cette semaine. Et on parle des recettes de 1 milliard de dollars pour les 6 films ensemble. Même Activité paranormale, qui coûte pratiquement rien, puis qui ont fait des bons budgets, sont même pas proches de ça encore. Fait que je pense que ça prouve que quand on prend le temps de faire des films de qualité, ben ça paye. Même si apparemment que The Nun, c'est. La critique l'a ramassé, là. Ouais, je le vois pareil. Parce que j'aime Ça mieux m'a le un peu voir. refroidi, mais effectivement, je serais curieux de voir ce film-là qui se veut comme une sorte de préquel, là, donc... Ben, c'était une chance, t'écouteras le 2e, je pense que tu pourrais apprécier. Sinon, dernière nouvelle, j'ai fini. Je te vois un peu tanné. La saison 3 de Daredevil s'en vient, on le sait tous. On a eu le droit à un premier teaser qui me hype. Parce que moi, Daredevil, ça a toujours été dans mes super-héros préférés. Et j'ai comme décroché après Punisher, j'en ai manqué comme plein. Mais Daredevil, c'est ça, je vais l'écouter parce que c'est Daredevil. Et dans le fond, le premier teaser résume que Matt Murdock, qui est commençant avec son proto-costume, aussi surprenant que ça peut paraître, est assis dans sa cabinet pour la confession. Et il explique à quel point que le démon est en train de se réveiller et que ça va pas bien aller. Ouais. Puis ça se résume à ça. Puis il a perdu la foi à la justice, là. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai hâte de voir dans quelle direction ça va aller. J'espère qu'on va s'éloigner des ninjas. Là, j'étais plus capable. Là, des ninjas. Ben, selon les premiers résumés de la série, c'est le Caïd qui va être encore le méchant. Puis, ça me va. Puis, dans le fond, c'est qu'il va avoir découvert l'identité de Matt Murdock et de Daredevil. Il va commencer à le pourchasser pour se venger. Et il va engager Bullseye pour l'éliminer. Ça va être comme ça risque d'être cool. Ça va être des combats contre Bullseye. Puis, il avait choisi l'acteur, j'ai oublié c'est qui, mais ils ont choisi l'acteur pour Bullseye. Ok, je t'ai pas vu passer. Je l'avais vu passer. Et je pense qu'on a oublié d'en parler, mais bref. Et donc, c'est ça. Mais j'ai une question pour toi qui connaît encore plus ça que moi. Fist, est-ce que c'est un méchant de Spider-Man ou de Daredevil? À la base. Là. À la base, c'est un méchant de Spider-Man. Ouais, c'est ça, hein? Parce que, dans le fond, tous les héros de Netflix en ce moment, ils découlent tout de l'univers de Spider-Man. Parce que, dans le fond, Spider-Man, c'est le plus ancien. Et à travers les histoires de Spider-Man, ils ont introduit d'autres héros parce que, vu qu'ils étaient populaires, ils en ont profité. Et le premier qu'ils ont fait, ben, c'est Daredevil. Et il a conservé ses propres histoires, mais il manquait un méchant emblématique. Et c'est là que les Caïds rentraient en ligne de compte parce que c'était un méchant plus secondaire pour Spider-Man. C'est comme le Camille Falcone de Batman. Ouais. Tu sais, qui sert de temps en temps pour la mafia puis tout. Puis là, ils ont décidé de le prendre puis de le mettre comme méchant principal de Daredevil parce que ça fitait plus pour lui d'avoir un chef de mafia comme méchant que d'un, mettons, un homme lézard ou tu sais. Puis c'est devenu son méchant emblématique. Donc, puis fait intéressant, c'est Sony qui ont prêté les droits. Avant d'avoir prêté Spider-Man, ils ont prêté Fisk pour la série. Ouais, c'est ça, je suis en train de me dire. Ah. Il en avait parlé à la sortie des séries. Si on allait voir Winston Fisk dans la série de Daredevil, il avait dit que oui, il avait réussi à avoir une entente avec Sony pour pouvoir l'utiliser. Tu vois que l'espoir fait vivre partout, hein? Ouais. Puis je fais juste un petit aparté, puis après ça, je te laisse y aller avec tes nouvelles. Ce qui est intéressant du jeu de Spider-Man, c'est que tout est basé sur Fisk. Dans le sens que le jeu commence comme ça, t'arrêtes Fisk, c'est pas un spoiler, c'est dans les bandes annonces. T'arrêtes Fisk, et le fait qu'il se fait arrêter, mais il n'y a plus de contrôle sur la ville. Fait que là, la ville commence à déraper à partir de là.
T'aimeras ça. Tu vas aimer ça, c'est sûr, c'est ça. sûr, c'est sûr. Fait que, Arrête, écoute, arrête. Va te piquer ton jeu, là. Je te laisse y Va aller. t'assommer, va te piquer ton jeu. Je te laisse y aller. Bref, je vais avec des nouvelles super parce qu'il y en a eu beaucoup, puis j'ai la plus grosse de mon bar que je vais mentionner. Garde-la pour la fin. Moi, je vais regarder pour la fin. Ouais. D'abord, j'ai commencé avec la nouvelle. En fait, avant d'être la nouvelle super-héros, je vais faire celle qui n'est pas super-héros, comme ça va être fini. On a l'acteur Aaron Paul, qui est connu pour la série Breaking Bad, qui était un des 2 acteurs principaux, qui est quand même un acteur qui est très marquant. Va rejoindre le casting de la saison 3 de Westworld, étant donné que la série est un vrai succès en ce moment sur HBO. J'ai entamé la saison 2, mais j'ai pas eu la chance de la finir encore. Mais c'est une question de temps. La série est vraiment 5 étoiles, c'est une qualité vraiment incroyable. Et donc, c'est vraiment à voir. Et donc, on a un grand acteur qui va rejoindre la série. Je le verrais bien en méchant, un truc comme ça, mais je serais curieux de voir. Étant donné que j'ai pas vu la fin de la saison 2, je peux pas déterminer à quoi ça va avoir de l'air, mais avoir un acteur comme ça peut emmener plusieurs possibilités à la série. Autant un méchant qu'un gentil. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui n'ont pas aimé la saison 2. Peut-être que tu pourrais te donner un nouveau souffle. Peut-être aussi. Moi, j'ai aimé le début de la saison 2, mais j'ai pas vu la fin. Je sais que la fin est assez intense, c'est ce qu'on m'a dit. Mais il y a des belles twists. Mais la saison 1 était tellement bonne que c'est dur de battre ça. Les twists de la saison 1 étaient incroyables. Et à chaque fois, t'es comme Puis la saison 2, il y a des twists, mais je sais pas si on réussit à bien formuler, de bien. Comment je dirais ça, de continuer avec la même qualité. Mais les premiers épisodes, j'avais bien aimé ça, puis il y avait des belles twists. Puis il se limitait plus sur l'univers du western, qui était le premier, ce qui était en saison 1. Dans la saison 2, on voit un univers plus asiatique, avec les samouraïs et tout ça. Donc c'est pour montrer qu'il y a du potentiel pour divers univers. Donc c'est vraiment une bonne série à découvrir de science-fiction, vraiment avec des effets spéciaux incroyables. Donc, je rentre dans mes nouvelles super-héros, il y en a quelques-unes. Ouais. J'y vais en rafale. D'abord, j'en ai parlé plusieurs fois, il va y avoir un crossover des séries de l'Arrowverse et qui va permettre d'introduire Batwoman. Et dans ce crossover-là, il était mentionné qu'il allait y avoir Superman et Lois Lane. Seule chose, c'est qu'il n'y a pas encore d'actrice pour jouer Lois Lane dans l'univers actuel. Parce que Superman, on a pu le voir dans la série Supergirl à quelques reprises. C'est un personnage secondaire, étant donné qu'on va mettre de l'avant Supergirl. Donc, il avait le droit à quelques épisodes pour dire regardez, j'existe, je suis là. Juste pour dire, là. Ouais, et là, il va revenir pour le crossover. Et évidemment, il vient avec Lois Lane, vu que c'est sa copine. Et elle va être jouée par Elizabeth Tulloch. Qui n'est pas habituée du grand écran, mais qui a fait quelques séries sur nos écrans de TV, et qui est quand même assez connue, qui a l'air d'avoir la personnalité pour, je regardais un peu ce qu'elle faisait, pour faire une Lois Lane, parce que le personnage de Lois Lane est reconnu pour être une femme avec une tête et ses épaules, une journaliste d'investigation, et elle n'a pas peur de rentrer dans l'action. Et donc, même un peu, on a pu un peu voir ce personnage-là dans le film Man of Steel, entre autres, et Batman vs Superman, et un peu Justice League, où on voit Lois Lane jouée par Amy Adams, qui fait quand même une bonne job, mais qui représente pas trop l'esprit de Lois Lane. Mais il est sous-utilisé dans les films aussi. Oui, right, il est sous-utilisé, mais en mettant, ils ont voulu lui donner un nouveau look, et même si c'est très belle l'actrice, c'est vraiment très différent de ce qu'on est habitué de voir. Parce qu'autant dans les séries, comme mettons Smallville, il avait pris, c'était Erika Durance, je me rappelle, une actrice canadienne, et je trouvais qu'elle l'avait très bien en Lois Lane, elle avait le caractère, tout ça. J'aimerais ça voir Amy Adams le faire plus, Lois Lane, voir plus son potentiel. Reste que là, on va voir une nouvelle Lois Lane encore une fois sur nos écrans. Donc, intéressant. Et aussi, dans la même nouvelle, c'est annoncé en mettant que pour le crossover, et par la suite probablement, il va y avoir des méchants évidemment de Batman qui vont être introduits, parce que dans le fond, on va avoir l'univers de Batwoman. Et c'est annoncé que la femme de Stephen Amell, Cassandra Amell, qui dans le fond c'est celui qui fait Arrow dans la série Arrow, va rejoindre l'univers de Arrow après qu'elle va jouer dans le fond Nora voyons, c'est Nora Fish. Quelque chose comme ça, ouais. Fitz, parce que la femme de Mr. Freeze, qui est, dans le fond, le but principal de ce méchant-là, c'est de sauver sa femme. Et donc, elle va jouer la femme. Je sais pas si elle va avoir des lignes de dialogue, parce que dans les comics, généralement, quand on voit sa femme est congelée, des fois, il y a des flashbacks. Mais dans la mesure que c'est un peu l'image qu'on a de. Vous entendez, ceux qui ont déjà joué au jeu Batman Arkham, on peut l'avoir à plusieurs reprises congelé. Donc, c'est pas un gros rôle en soi, mais ça ajoute un autre membre de la famille de Stephen Amell dans l'univers d'Arrow, parce qu'il y avait eu son frère aussi, qui avait été dans l'univers Arrow temporairement. Il avait joué Firestorm, qui est un autre héros de DC dans la série Flash. Après, il a quitté pour l'univers du cinéma, il a fait quelques films depuis.
Mais c'est une petite nouvelle comme ça. Pour continuer, la série Titan qui s'arrive bientôt, début octobre, que je suis vraiment curieux de voir le résultat final de cette série-là. Je vais y laisser une chance et je vous le recommande, même si il y a certains designs qui laissent à désirer. Je sens qu'il y a un potentiel intéressant derrière de ça. Et la nouvelle, c'est que ils ont sorti de nouvelles images de la série. Et il en avait parlé un peu, mais j'avais pas trop porté attention. Mais il y a un épisode qui s'appelle Jason Todd. Et ce nom peut-être vous parle pour amateurs de comics. C'est le deuxième Robin de Batman, connu aussi plus récemment pour être le Red Hood, un anti-héros de l'univers de Batman. Et dans le fond, Jason Todd va être dans la série. Et il va entre autres avoir un épisode centré sur lui. Et on a pu avoir les images de celui-ci. Et dans le fond, on voit Dick Grayson et Jason Todd face à face, chacun leur costume de Robin, qui se parlent. Et on voit qu'ils ont un look très similaire, mais ce qui est particulier, c'est qu'ils ont chacun un costume de Robin. Et dans le cas présent, Dick Grayson doit avoir un costume de Nightwing, ce qui n'est pas le cas. Mais j'imagine qu'il va y avoir une explication logique. Mais reste qu'on va voir deux Robins dans l'univers de DC. De Titan, genre. Et, ça va clasher en maudit, hein? Ça va clasher en maudit. Et ça datait de très longtemps. Ça datait des films de Tim Burton et de les deux autres par la suite qu'on avait le droit des Robins. Parce que récemment, autant les films de Batman que la série Gotham, il y a quelques mentions, mais on n'a jamais eu le droit des Robins. Ça avait été mis plus de côté. Même chose pour Batgirl. Et dans ce cas-ci, bien, on va avoir le droit à un retour de Robin. Espérons que ce soit un retour marqué. Parce qu'ils ont des belles histoires. Chaque Robin, ils ont des belles histoires en eux. Ça ne pas qu'on voit Robin depuis Batman. La dernière fois, c'était avec George Clooney. Là. Ouais, ben, à part son contre lui de Dark Knight Rises, qu'on le voit même pas en costume. Là. Non, ça, ben, c'est un policier. Puis à la fin, il trouve la Batcave. Puis ça fait même. Ouais, ben, il l'appelle Blue Robin, là aussi. Ouais, puis il s'appelle Tim Drake, là, mais. Ouais. Il y a une mention, mais c'est pas vraiment un Robin parce qu'il est pas aux côtés de Batman puis il a pas le costume. Ouais. Fait que ouais, c'est vraiment. En fait, je me suis trompé. Parce que dans Batman vs Superman, on voit le costume de Robin accroché dans la Batcave. Ouais, mais moi je parle vraiment avec un acteur puis quelqu'un. Là, ouais, c'est ça. Mais il y a des rumeurs qui disent que dans le film de Batman, il va y avoir Robin. Ok. Mais c'est des rumeurs parce que pour l'instant, le projet de Batman, il avance à grands pas. À compte-gouttes, étant donné qu'on ne sait pas pour l'acteur. Bref, c'est une nouvelle, j'ai hâte parce que Jason Todd étant mon. Je dirais pas mon Robin préféré, mais mon personnage de la Bat Family préféré. Étant donné qu'en tant que Robin, il était moyen, mais en tant que Red Hood, moi je l'adore. J'ai acheté une BD récemment de lui. Et étant donné qu'ils ne sont pas traduits en français, je les ai achetés en anglais tellement que je voulais les lire. Et elles sont vraiment bonnes. Parce qu'il y a vraiment une personnalité à part de l'univers de Batman. Et c'est vraiment le anti-héros de l'univers de Batman. Parce qu'il y a une côté de morale de Batman, mais en même temps, il n'hésite pas à tuer pour faire la justice. Et il est quand même assez agressif dans ses méthodes. Et il y a une aura de peur autour de lui qui est à certains égards plus puissante que Batman dans cette aura-là. Parce que les gens ont vraiment peur de mourir en sa présence. Que Batman, oui, il y a une peur, mais l'aura est différente. T'sais. Même Batman le dit. Red Hood fait des choses que moi, je peux pas faire. Et il le dit plusieurs fois dans les comics quand ils se croisent. Donc, je suis vraiment content de voir ça. J'ai hâte de voir comment il va être interprété dans la série. Bref, c'était ma nouvelle. Et comme dernière nouvelle, c'est la grosse nouvelle, j'ai regardé pour la fin. Ouais. C'est la nouvelle qui a fait le tour des médias sociaux, qui a fait beaucoup jaser. Qui fait beaucoup capoter les gens. Max a pleuré pendant une nuit complète. Ben, c'est ça. Ricardo ne sortira pas son livre de recettes cette année. Calice, moi, je voulais savoir comment traiter mes céréales avec des anchois. Ok, c'est correct. Ça va aller. On tire mes pleurs. Bref, la nouvelle était que Henry Cavill a été mis de côté dans l'univers de DC, Warner Bros. Les studios l'ont mis de côté étant donné qu'il était dans l'impossibilité de faire un caméo dans le film Shazam qui s'en vient cet hiver. Ça crée un conflit avec le studio. Et ils ont finalement dit, OK, c'est bon, on te libère de ton contrat. Et donc, actuellement, dans les années à venir, il n'y aura pas de film ou de mention de Superman dans les films. Et l'acteur ne sera pas présent. Donc, pour l'instant, il est plus ou moins out. Mais les studios ont dit qu'ils sont toujours en bonne entente avec lui. C'est juste qu'ils n'ont pas de projet pour lui dans les prochaines années. Ouais, puis ça a l'air qu'il aurait refusé un caméo dans Shazam ouais, aussi. C'est ça que j'ai mentionné au début, ouais. C'est ça, mais je trouve ça un peu touché parce que Henry Cavill est arrivé genre sur une vidéo sur Instagram de lui qui élève une statue de Superman puis qui la laisse tomber. Là, t'es là, ok. Ça veut dire quoi? Parce que techniquement, on dit ça, on dit qu'il ne fait pas partie des projets, mais concrètement, il n'y a rien qui a été comme stipulé mot pour mot. Genre, non, Henry Cavill ne fait plus partie du DC. Non, même Warner Bros. Sont mentionnés, on dit on n'est pas en mauvaise entente avec Henry Cavill, c'est juste qu'on n'a pas de projet pour lui. On n'est pas intéressé à l'utiliser dans les projets. Ça veut dire que Man of Steel 2 prend le bord. Probablement pour très longtemps, s'il y en a un. Puis aussi, ils ont annoncé un film sur Supergirl. Puis il y a de fortes chances qu'il n'y ait pas de mention de Superman, étant donné qu'ils ont mentionné qu'il était dans aucun projet. Donc ça va être spécial, un film de Supergirl sans Superman. Moi, là. Puis en plus, ça a l'air que Ben Affleck en profite pour comme
ça un peu en douce. C'est ce que j'ai lu. Ça a l'air que lui, il en profite justement là, parce qu'il va quitter, parce qu'il veut partir du projet. Il veut plus rien savoir du DC. Ah, man. Moi, là, ce que je ferais à leur place, c'est parce que c'est compliqué. Parce que là, il y a Wonder Woman qui vient. Il doit même être fini de tourner. Il doit être prêt à. Ils doivent être en train de le produire. Ben, pas de le produire, mais de. La post-production. Ouais, c'est ça, de faire le montage plutôt. Puis Shazam, il doit être fini, le film, ou pas loin, tu sais. Puis Aquaman, il sort, là. Aquaman, c'est ça. Aquaman, le film doit être fini. Ou, ben, tu sais, ils doivent le travailler jusqu'à la fin, là. Mais, tu sais, je veux dire, le film va être prêt, là, tu sais. Fait que ces 3 films-là, c'est sûr. Mais tu peux pas. Où que je veux en venir avec ça, c'est que, crème, faudrait rebooter tout ça. Faudrait repartir à neuf. Puis repartir vraiment avec une bonne base. Parce que là, annoncer des films à gogo, à gauche puis à droite, puis pas être capable de tenir une ligne directrice, là ça va s'emmener fucké. Là, actuellement, leur univers tient sur un fil. Mais là, c'est lui, il faut qu'il parte. Vous êtes même pas capable. T'imagines-tu si Marvel il aurait perdu Robert Downey Jr.? T'imagines-tu? Ben, ils ont frôlé. Oui, mais puis même quand Iron Man 2, là, qui était pas un bon film, là, Marvel a assumé le film. Ils ont fait OK, fuck off, ils en fait Ils ont partie. fait un 3e mauvais film. Ben oui, c'est ça. Ben, moi, je suis pas d'accord, là, mais ça, ça, faut falloir en parler à un moment donné, là. Mais ça, je suis pas d'accord, mais bref, tu sais, Robert Downey Jr. est resté. Man of Steel, c'est pas tout le monde qui l'a détesté. Là. Puis je te dirais que c'est mix. Il y en a qui ont vraiment beaucoup aimé. Toi puis moi, on a apprécié le film. Oui. Mais là, assumez que ce film-là existe. Sortez une suite, puis prouvez que vous êtes un bon studio, puis que vous allez faire quelque chose de meilleur encore. Mais là, c'est pas ça qui se passe. Là, vous faites n'importe quoi. Je sais pas c'est qui dirige ça en haut. Écoute, je suis pas un dirigeant de cinéma studio. J'ai même pas d'expérience là-dedans. Mais je ferais mieux qu'eux, là. Je suis pas là pour les défendre, mais ils sont en train de s'orienter. La preuve, c'est que les films d'Aquaman, Shazam, pour l'instant, ne font pas de référence à l'univers de DC. Shazam était censé faire un petit Shazam, dans sa bande-annonce, il assume que. Oui, dans DC, mais dans la mesure qu'ils ont dit qu'il n'y avait pas d'autres personnages, finalement, ça semble un cameo de Superman, puis je trouve ça logique. Mais il essaie de pas trop s'étaler dans l'univers de DC, dans la mesure qu'il veut pas qu'il y ait over de personnages pour perdre les gens. Ben, crime, Marvel, ils en ont mis combien dans Infinity War? Ouais, mais il avait été établi avant, tu sais. Ben, c'est ça qu'il aurait dû faire! J'en parlais récemment avec des amis, puis j'ai réalisé que la fois, il aurait dû avoir un film de Batman avant Batman vs Superman. Ben oui! Pour, Batman vs Superman n'aurait jamais dû être. Carrément, puis je parle pas à cause de la qualité du film. C'est un non-sens à la base. Je comprends. Moi, là, ils l'ont fait avec Civil War. Ouais. Prenez exemple, parce que on a eu un combat de 2 super-héros connus ensemble qui sont battus, mais c'est parce qu'on était attachés un à l'autre, fait qu'on veut pas qu'il y en ait un ou l'autre se fasse mal. Là, tu nous amènes un Batman qui sort de nulle part, qui en plus tue du monde dès le début. Puis là, t'es comme, faut que t'assumes que tu vas apprécier ce personnage-là, puis t'incruses Wonder Woman en douce, qu'on connaît pas. Ah, gros, sacrément. Ce film-là aurait jamais dû être. C'était chaotique, oui. Moi, j'aurais sorti Man of Steel, Wonder Woman, un Batman, Green Lantern, Aquaman. Tu pars ces 5-là, tu pars avec une fucking bonne base. Flash. Limite Flash ou Flash, tu l'ajoutes comme ils ont fait avec Silver. Livre d'argent. Silver d'argent dans Avengers. Là, tout le monde attend d'apprendre les personnages. Puis même si le film n'est pas bon, ben, t'assumes puis tu le fais. Ils l'ont fait, gars, Hulk, il s'est planté. Mais Chris, ils l'ont sorti pareil. Ouais, ben écoute, c'est la nouvelle, puis j'espère qu'il va revenir parce qu'Henry Cavill était un très bon acteur. Ouais, ben il l'a prouvé dans Mission Impossible. Dans Mission Impossible, il est fucking solide, le bon, gars. Je veux dire, il avait la prestance de faire un Superman, puis je veux dire, j'y accorde pour ça. Et là, il y en a déjà qui parlent d'autres acteurs. On hésite tantôt à parler de Michael B. Jordan, mais il y a vraiment des rumeurs qui disaient que c'était lui. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, mais surtout, ben, pas. C'est un acteur noir, là, je vais le préciser pour ceux qui ne le connaissent pas. Et je verrais mal un Superman noir à l'écran. Déjà qu'on n'est pas habitué d'avoir un Superman régulier. De switcher pour un Superman noir, je pense que ça va être trop déstabilisant. Oui, ça existe dans les comics, oui, ça existe, mais c'est pas quelque chose de commun qu'on est habitué de voir. Ben, c'est le fait quand, mettons, Henry Cavill est rendu à 8 films, pour qu'il a fait OK, j'ai fait le tour. Là, ouais, c'est ça. Puis, mais, tu sais, des rumeurs qui commencent à des rumeurs, son caractère il allait prendre sa place. Même chose pour Batman. Puis, je veux dire, tu sais, tantôt, je parlais de ma série FBI duo. Ouais, c'est ça, j'ai rien de penser, moi je mettrais ce gars-là. Ouais, mais Matt Bomer, il a le look. Il a le look. Les yeux bleus, foncés. Les yeux bleus, les cheveux foncés, la gueule carrée. Ouais. Il est quand même cut. Ouais, puis il est pas trop cut. Non, c'est ça, il est pas trop cut. Puis il aurait le look. Quand je l'ai vu dans la série, je me suis fait, hey, il pourrait faire un bon Superman. Là, t'as-tu vu la rumeur comme quoi que ce serait le gars de Game of Thrones qui ferait peut-être Batman? Ouais, j'ai vu ça, ouais. Il y en a qui disent que ça peut être Josh Brolin, John Hamm, l'acteur de Game of Thrones. John Hamm, j'aimerais ça.
Lui, là, il a la gueule d'un Bruce Wayne. Lui, ça pourrait être bon, maudit. Ce serait pas pire, mais bref, c'était la grosse nouvelle. Comme je dis, je souhaite que les choses reviennent dans l'ordre et que DC restructure tout ça. Parce que c'est assez chaotique en ce moment, mais d'après moi, les deux films qui vont sortir bientôt, Aquaman et Shazam, vont être des nouveaux tests. Ouais, faut que savoir où ils peuvent aller. Ça passe ou ça casse. Ouais, c'est ça, parce que si ça pète encore, je pense pas qu'ils vont être capables de continuer, parce qu'ils peuvent pas se laisser échec par échec comme ça. Ah non, un de temps en temps, là. Ouais, mais d'en avoir plusieurs back-à-back, là, à un moment donné, c'est pas rentable, là, d'après moi, on va devoir attendre à l'été prochain pour vraiment voir comme OK, voici la nouvelle structure de l'univers de DC, tac. Fait que c'est pas mal ça, c'était ça pour les nouvelles. Ouais. Là, on va être dans la section box-office. Ouais. Alors, on y va sans plus attendre. Bienvenue dans les chroniques box-office de Max. Alors, on est du côté de la chronique box-office et ça, c'est la partie à Max. Alors, je te laisse y aller. Ben, tu sais, Mathieu, des fois dans la vie, il y a des choses qui arrivent. On a souvent on connaît tous un fermier. T'sais. Ça lui arrive de se planter. Tu sais, de faire pousser des choux, puis de se planter, puis de planter beaucoup. De quelque chose comme quoi? 50 millions? 50 millions, c'est quoi? 46 millions. Ouais, moi, c'est ça, j'avais arrondi. Moi, j'avais prédit la semaine passée que Predator ferait 70 millions parce que, oui, je sais que les Predators, c'est pas des franchises méga payantes. Puis je me suis dit, mais tu sais, je croyais, parce que quand les critiques sont sorties au début, ils étaient relativement positifs. Oui. Et je me dis, crime, Predator, c'est une franchise connue, ça a une reconnaissance. Puis c'est Sean Black, hein, quand même, qui réalise le film. Puis, tu sais, juste planté. Le film a fait 24 millions et j'avais prédit 70 millions. Ce qui fait que le film reste il va être rentable, mais non, il sera pas rentable. Ça va être un flop, malheureusement. Ça marchera pas fort parce que le film a coûté quelque chose comme 80 millions. Mais la critique l'a pas aimé, là, je veux dire. Ouais, fait qu'ils vont se planter. Je pense que Predator, après ça, va prendre un peu le bord pendant un bout, là. Ben, ça, c'est pas jamais. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait. Ouais. Le dernier avait été apprécié. Ouais. Puis avant ça, c'était les AVP qui ont un peu détruit. Pas détruit, mais c'était pas la qualité du Predator habituel. Mais écoute, il y avait beaucoup d'espoir pour ce film-là. Je suis déçu. Je suis un peu déçu, mais on a prévu de le voir, fait que. Ouais, on va essayer. Tu sais, il y a eu dans la vie, il y a des documentaires. Puis on a eu le documentaire il y a une fois comme 15-20 ans. C'était Fahrenheit 9/11, ouais. Qui était le documentaire fait par Michael Moore, qui relatait un peu tout ce qui était croche en arrière par rapport à l'administration Bush, par rapport au 11 septembre, des raisons du pourquoi que ça arrive, et le marché de l'arme, puis le pétrole, puis tout ça, puis tout le côté dégueulasse qui ressort de cette histoire-là. Et Michael Moore relance cette fois-ci un nouveau documentaire. Et soit dit en passant, le documentaire de Michael Moore, Night in Heaven, c'est le documentaire le plus payant de l'histoire. Il a fait plus de 100 millions de dollars. Là. C'est énorme. Fait que, mais là, il revient, il strike back avec Fahrenheit 11/9. Est-ce que tu sais qu'est-ce que correspond le 11/9? Non. C'est la journée de l'élection de Donald Trump. Puis Michael Moore étant un grand anti-Trump, a fait un documentaire et écoute, j'ai vu en balance puis ça a l'air très bon. Il fait mention que le fait que c'est le pire président des États-Unis depuis toujours, en fait. Et dans le fond, le documentaire de Michael Moore va tourner autour beaucoup tout ce qui est crasse fait par monsieur Donald Trump, ou ce qui est pas correct, ou à quel point il y a des décisions qui sont prises à la va-vite, ou comment ça se passe à l'intérieur. Le documentaire va tourner là-dessus. Je trouve ça vraiment intéressant. J'ai hâte de voir. Ça reste que c'est un documentaire. Les documentaires n'amènent pas les foules. Et sachant que le président Trump est un président qui divise beaucoup. Il y a beaucoup de fans de M. Trump, malgré tout, là, même s'ils sont bizarres. Là.
Ouais, ok, je suis désolé, faut pas juger. Mais je prévois quand même que le film va faire quand même la somme de 7 millions de dollars pour son premier week-end. C'est bon, là, pour vrai, pour un documentaire, là. Ah oui. Et vu que c'est le nom de Michael Moore, puis que c'est un thème qui se rapproche beaucoup de lui, je pense que ça peut être intéressant. J'imagine que vu que c'est un documentaire, il ne sera pas doublé, là. Ça va être en version originale. Ouais, ben absolument, c'est sous-titré en français, mais tu sais, il sortira pas au Québec, là. Ben, en tout cas, pas dans des salles en français, là. Non, c'est ça, genre à Montréal, là. Puis, Ouais, c'est ça, dans des salles précises, là. Mais j'aimerais vraiment ça le voir pour vrai. Ouais, c'est intriguant. Sinon, le deuxième film que je vous parle, c'est The House with a Clock in Its Wall. C'est réalisé par Eli Roth, qui était habitué de faire des films d'horreur gore. Ici, on a droit à un film d'horreur léger, là, familial, dans le fond. Là. C'est pas vraiment un film d'horreur à ce niveau-là. Dans le fond, avec Monsieur Jack Black. Que j'adore. Mais on dirait vraiment un film qui est la suite de Chair de poule. Là. Ouais, ben ils ont déjà prévu une suite à Chair de poule. Ouais, puis Jack Black est pas dedans, mais on dirait qu'il embarque dans un autre rôle. Je sens pas de hype dans ce film-là. J'ai vu la bande-annonce une fois. Je n'ai quasiment pas entendu parler. Ouais, ben intrigué. La bande-annonce, il y avait des beaux effets spéciaux là, dans la bande-annonce que j'avais bien aimé. Oui, Puis mais. Jack Black, moi, c'est comme mon acteur préféré, là, littéralement. Je l'adore beaucoup. Donc, c'est ça que je veux le voir, celui-là. Ouais, mais je vais attendre qu'il sorte en. Ah, ben, je vais sûrement faire ça parce que je peux pas y voir tous les films au cinéma que je voudrais. Là. Ouais, parce que cet été, on est en train d'en voir 8, un à chaque semaine. Là. Ouais. Ça n'a juste pas de sens. Vu qu'il n'y a pas de buzz puis qu'on n'entend pas parler, je serais porté à croire que le film va faire quand même juste 21 millions. Vu que la promo est vraiment quasiment inexistante. Puis pourtant, c'est Eli Roth, là, tu sais, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, qu'on a pu voir aussi jouer dans Inglourious Bastard. Tu sais, lui, je pense qu'il frappe tout le monde avec sa batte de baseball, si je me trompe pas. Bref, je donne 21 millions. Et le dernier, non le moindre, moi, c'était... Tu sais, dans la vie, il y a des franchises qu'on sait pas pourquoi qu'on aime tant que ça. Mais je dois l'admettre que le premier film de Johnny English, je l'ai écouté au moins une centaine de fois, là, facilement. Aïe. Je sais pas pourquoi, ce film-là, quand j'étais jeune, me faisait incroyablement rire. Tu sais, le fait que c'était sur Mr. Bean aussi, ça devait quand même aider. Et j'ai quand même apprécié beaucoup Johnny English Reborn, qui était sorti comme, je pense, 5 ans après, où on revoyait Rowan Atkinson, genre, au sommet de sa femme. Et là, on a le droit à un troisième Johnny English. Il n'y a personne qui l'a demandé, mais moi, je suis content. Moi, aller le voir, c'est sûr. Puis il sort ce vendredi, je le savais pas. Je viens de me rendre compte, je vais sûrement aller le voir en fin de semaine. Le film, le Johnny English, ça marche, mais ça marche jamais extrêmement fort. Mais suffisamment pour être rentable. Parce que Rowan Atkinson amène beaucoup de foule, là, tu sais. Oui. C'est le genre de gars qui a fait rire des générations et des générations et des générations. Et Mr. Bean rapporte encore pour lui des millions de dollars par année. Mais je crois que ce film-là mérite qu'on y porte une certaine attention. Je sais pas si ça va nécessairement être bon, mais les deux derniers volets étaient pas des chefs-d'œuvre, là, mais des bons divertissements. Je pense que lui aussi peut faire pareil. Je crois, puis là je peux me planter solide, je crois qu'il serait possible qu'il fasse 28 millions. Ça serait bon, mais je suis vraiment pas sûr de ce chiffre-là, mais c'est mon feeling. Je crois qu'il peut faire 28 millions si les critiques l'aident un peu aussi. Là. Effectivement, ben, il y a quand même une saga, fait que, tu sais, les gens connaissent l'univers de Johnny English, donc je pense que ça va quand même attirer les fous. Moi, j'avais aimé les deux premiers. Je sais pas autant que toi, mais ça m'avait marqué quand même. Donc, c'est un film que j'aimerais ça voir pour son humour. L'acteur principal, il est vraiment très bon. Moi, je l'adore. Il y a un humour vraiment unique qui est... Juste ses expressions faciales. Ah, c'est incroyable. Il fait rire du monde depuis bien des années sans parler. C'est une force vraiment incroyable de cet acteur-là. Il est capable de faire rire le monde sans parler. C'est quelque chose de plutôt rare de nos jours. Jamais, il faut dire des phrases pour faire rire le monde. Donc, je suis curieux de voir ce film-là et de voir le résultat. Mais 28 millions, ça a l'air réaliste. Un peu plus que ce que tu avais dit pour Predator. Ouais, j'y ai trop cru. Voilà. Donc, c'est tout pour ta chronique? Ouais. Alors, voilà. Donc, on va dans la zone non-spoiler. Et je répète, cette semaine, on critique le film Upgrade, ou en français, Reprogrammé. Donc, C'est un nom en français, le film? Oui. Alors, tu vas apprendre quoi? Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler. Alors, on est du côté non-spoiler, et je rappelle, cette semaine, on critique le film Reprogrammé, ou Upgrade en version originale. Je sais que tu souris à chaque fois que je dis un titre en français, mais... Reprogrammé. Si Ben, tu cherches c'est pas super, c'est pas super. Pour ceux qui nous écoutent, qui veulent aller le louer au club vidéo, là, si tu dis le titre en anglais, des chances qu'ils le trouvent pas nécessairement. Mais si tu le dis en français, ça va être facile à trouver. Ça me fait penser à... Je sais pas si t'as déjà écouté Repo Man. C'était avec Jude Law.
Il allait, quand tu payais pas tes nouveaux organes, il venait les chercher. Ah, ok, oui. Puis où je vais en venir avec ça, c'est je pense que c'était Repreneur, ça s'appelait en français. Hey, c'était épouvantable comme titre. Là. Les titres, des fois, que sérieusement, mais celui-là, je le trouve correct. Ouais, ben comme American Pie, il fallait de graduation. Bref. Ouais. C'est un film indépendant, Ouais. c'est important de le préciser, qui est américano-australien, Ouais. ou c'est important de le préciser, qui est réalisé par Leg Whannell. C'est peut-être pour les amateurs de cinéma d'horreur, ça vous dit quelque chose? C'est un grand scénariste et réalisateur de films d'horreur qui nous a donné la saga Décadence, sort en version originale, qui a eu le droit, je pense, à ressembler à 8 films, je pense. Ouais, c'est 8 films, ouais. 8 films. Plus 2 jeux. Plus 2 jeux. Et aussi la saga Insidious, qui ont fait 4 films. Ouais. Je pense que là, c'est fini pour Insidious. Ouais, je pense que oui. Je me semble que c'était le dernier de Lasky. Ouais. Et que je connais pas Insidious, mais les Décalances, je les ai tout écoutés sauf le dernier. J'aimais beaucoup la saga. Même si j'avais découvert ça en secondaire 1, je m'en rappellerai toujours. Ça m'avait beaucoup marqué à l'époque, ça m'avait traumatisé, mais je les avais écoutés en secondaire 5, la saga au complet, avec une fille que je trippais à l'époque. Et finalement, ça n'a pas marché, mais bref. Pas grave. Et on a fait un marathon de ces films-là et j'avais bien aimé l'ambiance. Puis quand tu prends un regard, tu vois que il y a un scénario en arrière de ça. C'est pas juste des gens qui se font torturer. Il y a le personnage principal, il y a un but, il y a une logique. Il torture pas pour le fun. C'est Jigsaw, justement. Ouais, je dis que ça. Il y a le vieil homme, il y a un but là, en arrière de ça. Là. Puis c'est vraiment quand même bien pensé, même si c'est gore en soi. Et comme anecdote, pour Décadence, le gars avait créé l'idée en se basant sur un concept d'enfermer du monde dans une salle puis de les torturer. Donc il était parti de ce concept-là, puis il a créé le premier Décadence à partir de là. Qui est très, 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 très bon, le premier Décadence. Hein? Ouais. Ça paraît que le film écoutait fuck all. Je l'ai réécouté il y a 2 ans, mais son scénario, il est vraiment solide. Puis le punch de fin, je me rappelle, j'étais sur le cul à l'époque quand je l'avais écouté. Puis pour vrai, là, c'était même pas un film d'horreur. C'est plus un suspense horrifique, pour vrai. Ouais. Le monde qui se font tuer dans le film, ça tombe jamais nécessairement dans le gore. On voit pas tout, genre. Les autres après, par exemple. Ouais, c'était violent. Là, je me rappelle les sanglants, les coupes les veines, puis Ouais. c'était violent. Bref, donc c'est un grand réalisateur spécialisé dans les films d'horreur. Ici, il nous offre un film de science-fiction horreur. Ouais. Je savais pas que c'était horreur à la base quand j'ai écouté le film. Mais c'est large, hein. Mais je comprends. Ouais, moi aussi, je peux comprendre pour plusieurs éléments qu'on va reparler plus tard. Mais il reste que c'est un science-fiction horreur. Très intéressant. Et au casting, on a Logan Marshall Green, qui est habitué des seconds rôles. Par contre, on a pu le voir quand même dans un grand film il n'y a pas longtemps. Il a joué dans le dernier Spider-Man Homecoming. Oh yeah! Il a joué le méchant secondaire du film qui était le Shocker. Ouais. Au début du film, il a un petit rôle. Et donc, on a pu le voir là. Ça, il n'a pas fait de grands rôles marquants. Ça reste un acteur américain. Même si je dis que c'est américano-australien, l'acteur principal est américain. Mais je dirais qu'il n'a pas fait de grands rôles malheureusement. Mais il est quand même bon. Il est solide comme acteur. Moi, je l'ai beaucoup aimé dans ce film-là. On a Betty Gabriel qui fait la détective de police dans l'histoire. Et on a Harrison Gilbertson qui fait le scientifique dans l'histoire, qui va créer les plans. Et finalement, on a Benedict Hardy, que j'ai déjà vu quelque part, mais je ne sais pas me rappeler où. Je pense que c'est The Preacher. Je pense que c'est dans The Preacher que je l'ai vu. Parce que je suis pas sûr, mais je pense que c'est dans The Preacher. Bref, qui joue le grand méchant du film. Et donc, ça, c'est pour le casting. Les noms sont pas très connus. Comme j'ai dit, c'est un film indépendant. Généralement, dans les films indépendants, on prend des acteurs qui coûtent pas cher. C'est rare qu'on prend un acteur qui est connu pour un film indépendant. Ça arrive, là, je veux dire. J'en ai vu avec, entre autres... comment il s'appelle déjà? Il a joué récemment dans 3 Billboards. Il fait un des policiers. Woody Harrelson? Non, l'autre, lui qui joue... Sam Rockwell? C'est ça, Sam Rockwell. Que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, puis il a fait beaucoup de films indépendants. Puis il y en avait fait un, c'était Mr. Ride, que j'ai mis dans mon classement il y a 2 ans. Et il était excellent, ce film-là. Mais il est habitué à faire quand même des gros films, il fait aussi des indépendants, puis il est excellent dans ses rôles. Bref, ceci est un film indépendant, je continue. C'est produit par Blumhouse Productions. Qui nous a donné récemment Heredity, qui a donné tous les films d'horreur comme Lights Out, tout ça, mais c'est eux autres qui s'en occupent. C'est tous des films d'horreur très peu chers, mais qui rapportent beaucoup, là. Ben oui. On a le distributeur, c'est OTL Releasing. Et pour le côté des critiques, Metacritic a donné 67% d'avis positifs pour les professionnels. C'est bon, pour vrai, c'est bon. C'est vraiment bon pour un film d'horreur. Et le public à 78%, ce qui est vraiment bon pour un film d'horreur, encore une fois. Rotten Tomato, beaucoup plus généreux. 87% d'avis positifs. Et public, 86%. Donc, dans l'ensemble, le film était apprécié, vraiment bien apprécié. Ouais. Souvent, le cas des films d'horreur, ça passe ou ça casse. Soit il n'y a pas de seconde mesure, soit les gens l'aiment pas, soit ils l'aiment. Ouais, il n'y a pas de moyen. Parce que les films d'horreur,
faut que tu fasses peur ou tu fais pas peur. Tu sais, c'est... Ou que tu aies vraiment un bon scénario. Ouais, c'est ça. Puis c'est pas évident pour les films d'horreur. Puis je veux dire, la plupart du temps, les films d'horreur, je les trouve pas effrayants parce que justement, ils n'arrivent pas à lever le ton. Mais il y en a certains qui réussissent. Et celui-là, il faut que j'admette que quand je l'ai écouté, je savais pas qu'il était horreur. Je comprenais que c'était Si je l'aurais jamais lu, je l'aurais jamais su. Ouais, ben c'est ça. Parce que c'est pas très prononcé, là. Je veux dire, il y a quelques éléments, très psychologiques surtout. Mais côté visuel, il y a du sang. Mais en tant que tel, c'est pas. C'est pas tant gore. Voilà. Mais il y a une petite touche. On sent qu'il y a la touche de la réalisateur Leg Warner qui est reconnu pour faire quelque chose quand même gore. Tu vois qu'ici, c'est comme. Il s'est amusé, il a voulu tester un autre genre, il était plus du côté science-fiction. Il a voulu montrer qu'il est capable de faire autre chose. Puis ça le sent dans le film parce qu'on voit qu'il y a du potentiel de faire autre chose. Parce que, ouais. C'est peut-être un test en bout de ligne. Ben, je pense que c'est un test pour lui parce que si on regardait sa filmographie, il a quasiment fait juste, il a fait juste l'horreur. Ouais. Puis il est bon dans ce qu'il fait. Je dis pas le contraire. Mais tu sais, des fois tu te tannes puis tu veux essayer d'autres styles. C'est normal. J'imagine là, que ça fait comme 10 ans que tu te plonges les mains dans l'horreur. T'as peut-être le goût d'essayer autre chose. Là, tu sais. Non, c'est ça. Puis il a quand même gardé une touche horreur, mais tu vois qu'il s'amusait avec la science-fiction, il s'amusait. Bref, je laisse aller avec le box-office. Ouais, ben c'est un film qui a coûté 4 millions de dollars et qui nous a rapporté 13,8. Ça a coûté plus cher que 2 décadences ensemble, faut le faire. Hein? Et ça nous a rapporté 13,8. Mais tu sais, c'est un film indépendant. Alors, il est sorti, je pense, si je me souviens bien, il a joué dans le festival Fantasia. Il n'est pas sorti dans toutes les salles. En fait, non, il est sorti dans quasiment aucune salle, surtout au Canada et puis au Québec. Là, il n'y a pas beaucoup de salles. Ce genre de film-là, tu peux des fois les voir à Montréal. Ouais, quand t'es chanceux. En anglais, en version originale. Mais c'est pas le genre de film qui va sortir dans tous les cinémas. Non, c'est ça. Tu sais, dans le fond, ce film-là se font de l'argent avec les VOD, là, les vidéos sur demande, et les quelques ventes de DVD aussi. Là, tu sais. Parce qu'il y a encore du monde qui sont des puristes là, du Blu-ray qui en achètent beaucoup. Moi, j'ai débarqué. C'est important de préciser que même si c'est un film indépendant, il a le droit à 2 doublages. T'as le doublage québécois. Qui est très bien doublé, là. C'est pas cheap, là. Il est vraiment bon. Puis t'as le doublage français qui s'en vient bientôt. Parce que le film en France, c'est pas encore sorti. Il sort j'avais dit le 3 octobre, je pense, prochain. Ça se peut. Donc il sort bientôt. Nous, on a le droit en fin août. C'était le 28 août dernier. Ouais. Donc, ça fait certainement qu'il est sorti, mais moi je l'ai découvert la semaine passée en même temps que toi. Et ça fait une belle découverte. Ouais, parce que les autres, ça m'en est même pas parlé. Ça a tombé que la même semaine, on l'a écouté. Ouais, j'ai aimé la coïncidence. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est important de préciser que le réalisateur veut faire une suite. Il en a parlé en entrevue. Et donc, c'est pas impossible, vu que dans la mesure qu'il aime ça faire des sagas. On l'a vu avec Décadence puis Insidious. Peut-être celle-là pourrait sortir au cinéma, ben non. Ça pourrait. Parce que Décadence 1 n'était pas sorti dans toutes les... Je sais qu'il y a quelques salles qui étaient sorties à Montréal à l'époque. Mais il n'était pas sorti dans toutes les salles. Peut-être que là, ça pourrait. Là, ça pourrait repartir une nouvelle franchise. Parce que, excuse-moi de te couper, Activité paranormale, le 1 n'est jamais sorti au cinéma ici. Mais le 2, 3, 4, 5 sont tous sortis au cinéma. Tu sais. Ça pourrait être ça, surtout que ça pourrait encore plus lever le ton. Le premier, c'est un très bon film, on reviendra. Mais ça pourrait être intéressant à voir. Pour le film, qu'est-ce que c'est? Eh bien, l'histoire, c'est simple. On suit le personnage principal joué par Logan Marshall Green, qui j'ai son nom de famille, c'est Gray, mais je sais plus c'est quoi son prénom. Et non, c'est son prénom, c'est Gray, c'est ça. C'est Gray Trace, qui est dans le fond un mécanicien de vieilles voitures dans un monde futuriste. Ça se passe dans un futur proche quand même, où la technologie est omniprésente. Il y a vraiment un niveau vraiment plus élevé qu'aujourd'hui. Il y a des autos autonomes, l'intelligence artificielle, les implants. Mais c'est pas trop futuriste non plus. Là. C'est quand même assez réaliste dans la mesure que c'est possible comme futur. Ouais, il n'y a rien qui nous sait pas tant que ça. Il n'y a pas comme de la téléportation, un truc comme ça. Là. Non, c'est ça. Ça reste quand même réaliste. Et dans le fond, on suit ce mécanicien-là qui vit chez eux une vie paisible avec sa femme. Et du jour au lendemain, il va avoir un accident avec sa femme. Et sa femme va se faire assassiner devant ses yeux. Et il va devenir paraplégique. Et sur le coup, sa vie va devenir très monotone et très grise. Et un bonjour, un scientifique va lui proposer un implant pour lui permettre de remarcher. Et il va en profiter pour l'occasion de vouloir venger sa femme. Il va se servir de cet implant-là pour chasser ses ennemis. Donc, c'est le résumé d'introduction du film, je pense. Ouais, j'écoute, j'aurais pas fait mieux. Voilà, merci. Et donc, on retourne au casting. Ouais. On va se concentrer juste sur l'acteur principal, je crois. Ce serait. Ben, on peut peut-être mentionner vite Betty, je pense. Okay, si t'es d'accord, là. Je suis d'accord. Donc, on va avec l'acteur principal, je te laisse commencer. Ouais, ben, Logan, pour vrai, moi, je le connaissais pas. Tu sais, écoute, je veux dire, Shocker dans Spider-Man Homecoming. En plus, c'est le premier, c'est pas le deuxième, c'est le premier. Ouais. Je me rappelais pas de lui, là, dans le sens que je revois même pas son visage. Là. Peut-être faudrait que je réécoute le film, par exemple. Là. Moi, je me souviens de son costume. Là. Ouais, moi, c'est à cause des manches. Ouais, des manches. Mais pour ce qui est de lui dans le film, Ota! J'ai vraiment aimé ça. Ah, mais ça. Je l'ai trouvé vraiment bon.
Pour vrai, c'est un... Je trouve que c'est la comparaison qui me vient en tête tout de suite. C'est un Tom Hardy. Tu sais que t'as pas besoin de parler, tout est au niveau du visage. Je pense que ça s'en va un peu vers ça. Hein? Aussi, les nouveaux acteurs de films d'action, c'est l'expression faciale qui parle. Tu sais, la frustration, la colère, mais tout est ressenti uniquement dans les yeux. Et je trouve que cet acteur-là fait ça. Et puis en plus, il ressemble physiquement à Tom Hardy, là, faut lui donner. Là. Mais pour vrai, non, sérieux, vraiment, une belle job. C'est clairement, ce film-là tient sur ses épaules, puis il le fait bien. Puis ce que j'ai vraiment encore plus apprécié, qui fait que le film, ça pousse le film à une coche de plus, excuse-moi, c'est qu'il y a comme 3 phases de personnage. Il y a une phase où il est normal, il y a sa phase où il est contrôlé, puis il y a sa phase qui est comme ailleurs. Mais c'est des mouvements de corps qui sont différents à chaque fois. Puis c'est comme naturel sans aller dans l'exagération. Genre, je sais pas si là, parce que je veux faire attention, je veux pas spoiler quoi que ce soit, mais tu comprends où je vais en aller. Je trouve ça vraiment fort pour vrai. Écoute, moi j'ai été très impressionné par l'acteur. J'ai aimé le personnage qu'il a joué. J'ai trouvé solide. J'ai trouvé qu'il y avait le film sur ses épaules. J'ai aimé ses émotions. Il passe par une grande gamme d'émotions dans le film, de la rage, de la tristesse, colère. De la joie, tout ça. Et il le fait très bien. Les scènes de combat, parce que les scènes de combat dans le film sont incroyables. C'est fou, hein? On voit écoute, on le sent dedans, on sent qu'il s'imprègne des scènes de combat. Il est vraiment très bon dans ce qu'il fait. J'aimerais ça le voir plus souvent. On voit qu'il y a un fort potentiel pour les rôles vraiment variés. Et on le ressent quand il a peur. Moi, j'ai aimé ces moments de peur, d'inquiétude. Il y a des zooms sur son visage à plusieurs moments dans le film. On voit juste son regard. Puis il est bon pour nous faire ressentir ses émotions sans trop parler ou presque pas. Comme Tom Hardy, comme tu disais, tu m'as enlevé le bout de la bouche. Écoute, il est excellent dans ce rôle-là. Moi, écoute, au début, le film m'intéressait pas. Puis mon ami m'a convaincu de l'écouter. Puis ça n'a pas été long que dès que j'ai embarqué dans le film, l'acteur m'a accroché. Moi aussi, c'est un gars à job qui m'a dit écoute ça, je te jure, ça vaut à peine. Je suis comme film indépendant. Finalement. Faut vraiment. C'est la preuve qu'on donne plus de chance, toi puis moi, à les films indépendants. Je vais en mentionner plus loin dans ma critique, mais il y a des belles perles dans les films indépendants. J'en découvre de temps en temps, puis ça vaut le détour de temps en temps, mettre de côté les blockbusters. Puis aller là-dedans. Puis aller là-dedans, puis j'ai les films indépendants, il y en a des très bons. Parce que c'est pas tous des films dramatiques non plus. Là. Comme ça prouve, c'est un film de genre. Puis écoute, ça marche comme de l'eau de Dieu. Là. Voilà. Et donc, c'est ça pour l'acteur principal, c'est très bon. On fait une mention à l'actrice principale, qui est jouée par Betty Gabriel, qui fait la détective de police, qui va faire l'enquête sur le meurtre de la femme du personnage principal. Ouais, Mademoiselle Cortez. Et donc, je vais m'y lancer. Écoute, c'est une actrice que je connais pas. J'imagine que c'est comme le reste du casting, c'est peu connu, vu que c'est un film indépendant. Mais elle fait une bonne détective. On voit qu'elle aussi a la tête de ses épaules. Rapidement, elle va faire des liens avec le personnage principal, elle va comprendre des choses, puis elle va suspecter le personnage principal de faire des choses qu'il ne devrait pas. Et ça amène des belles scènes d'interaction entre les deux. Puis aussi avec les autres personnages de l'histoire. Je dirais qu'elle n'est pas trop présente dans le film, puis c'est bien en soi, dans la mesure que le film, c'est un film avec l'acteur principal. Les caméras quasiment tout le temps sur le personnage principal. Les autres personnages sont quand même assez secondaires, mais elle se démarque quand même bien, je veux dire. Elle fait un bon support au personnage principal. Ouais, absolument. Moi, je suis d'accord. Écoute, je trouve que c'est comme elle joue un peu l'antagoniste en même temps, par la même occasion. Même si, dans le fond, en bout de ligne, elle veut juste aider notre prof, Monsieur Grey Trace. C'est vraiment... Je trouve que, tu sais, dans un personnage où qu'elle doit jouer une femme qui est là... Je sais pas comment l'expliquer comme il faut, mais je trouve vraiment que c'est une interprétation qui est honnête. C'est pas surjoué. Le personnage comme tient dans l'univers. On n'a pas le droit à une policière qui est comme juste trop over the top. On a vraiment le droit à des personnages qui sont humains. Puis, tu sais, je pense que c'est probablement un des personnages les plus nobles du film. Et j'appréciais vraiment... je trouve qu'elle aussi, elle volait un peu à vedette à chaque fois qu'elle était là. Écoute, voilà, je suis très d'accord. Donc, on va aller à la critique générale du film. Je vais y aller, si tu me permets. Ouais, vas-y. Donc, dans le fond, j'ai beaucoup apprécié le film. C'est une belle découverte. Comme j'ai mentionné, c'est la preuve qu'il y a des belles perles dans les films indépendants. J'étais extrêmement surpris pour un film avec si peu de budget. Les effets spéciaux dans le film sont vraiment bien faits. Le décor, l'ambiance, les gadgets utilisés, c'est fou comment ils peuvent faire ça avec peu de budget. Ah ouais, hein? Les grands studios devraient en prendre la graine. Je veux dire... Ben, crème, j'ai des films qui sortent au Québec qui ont coûté plus cher que ça, là. Oui, puis ils n'ont pas le même niveau d'effets spéciaux. Non, c'est ça. Ben, j'imagine que parce que tu peux pas avoir...
Ah, je sais pas, il doit y avoir des raisons. Là. C'est Mais ça le pire, c'est que Montréal est reconnu pour ses effets spéciaux à travers le monde. Mais c'est probablement parce qu'on charge cher. Peut-être aussi, peut-être. Mais tu sais, quand je regarde un Bon Cop, Bad Cop qui a peut-être coûté justement ça, 4 millions, puis je regarde la Décadence 1, que tu sens même pas une seule fois que le film a coûté à rien, ben tu te dis, Chris, il y a quelque chose que je comprends pas, là, tu sais. On serait capable de faire des films de science-fiction de même, là. On serait capable, ben oui. Là, Faudrait vraiment qu'on se donne la peine d'écouter Les Affamés aussi. Oui. Le film de zombies québécois, là. Oui, je sais de quoi tu parles. On a peut-être de quoi pour la semaine prochaine, d'abord. Peut-être, on va regarder ça. Ouais, excuse-moi, je parle à travers. Continue. C'est une possibilité, on va y revenir. Donc, ça, j'ai beaucoup apprécié le film, une belle découverte. Ouais. Un scénario solide, un personnage principal profond et attachant et incroyablement bien performé par l'acteur principal. L'ambiance est incroyable. C'est pas un film qui fait peur en soi, mais on a des sueurs froides à certains moments. Puis aussi, ça crée une image terrifiante de notre futur. Moi, c'est ça que j'en ai tiré du film. À la fin, je me posais plein de questions sur la technologie, à quel point ça peut prendre le contrôle sur nous dans la vie. Les autos autonomes, l'intelligence artificielle, les implants, tout ça. Dans le film, c'est pas un spoiler, mais les gens, il y en a qui se mettent des guns à travers leurs bras. Ouais, c'est cool, hein, ça. C'est cool. Mais c'est perturbant comme technologie. Mais en même temps, c'est comme pour envoyer un message. J'ai vu le film qui envoie un message de faire attention avec la technologie, à quel point ça peut être dangereux, nocif pour nous. Je trouve que le film véhicule un bon message, il a une bonne histoire. La twist finale, on va en parler tantôt, mais est incroyable. Je veux dire, ça m'a jeté à terre. Les scènes de combat, j'ai jamais vu ça. C'est des scènes de combat vraiment. La chorégraphie et la façon qu'ils sont filmés, c'est unique en son genre. C'est déstabilisant, c'est le mot que je dirais. Ouais. Donc, dans l'ensemble, c'est vraiment un bon film à découvrir, une belle découverte. Donc, vas-y, Max. Moi, c'est un coup de cœur. Pour vrai, c'est un coup de cœur. Écoute, c'est pas un chef-d'œuvre monumental. Il révolutionne rien. Il apporte rien. Non. Ben, pas qu'il apporte rien. Non. Mais il amène un visage intéressant, je trouve, du cinéma indépendant de genre. Parce que c'est peut-être quelque chose qui manque un peu, qu'on en voit peu. On a beaucoup de films de drame. Puis on s'en lasse à la langue. Je trouve que ce film-là, c'est une belle pépite. C'est une petite découverte que je pense que tout le monde devrait se donner à la peine. Tu peux pas être déçu de ça. C'est bien réalisé, c'est bien monté, c'est bien chorégraphié. Il impressionne vraiment à plusieurs aspects le film, autant que pour ses personnages, qui est capable de toucher à toutes les palettes d'émotions. On peut commencer par la peine, comme la colère, comme la joie, comme l'intrigue, la peur. Toutes les gammes d'émotions vont y passer. C'est un scénario vraiment bien ficelé qui nous tient en haleine. Écoute, j'en reviens pas à quel point que le film a passé vite. Je m'en suis même pas rendu compte. Je fais Ah non, il est passé full vite, je me rappelle. ouais, ça a fait quasiment quoi? Le film dure, je pense, 1h45 à peu près. J'ai jamais vu les 1h45 passer. Puis visuellement, ça a de la gueule, là. C'est vraiment beau. Le film, il impressionne vraiment sur plusieurs aspects. Pour moi, c'est un coup de cœur. S'il ne se retrouve pas dans mon top 10 à la fin de l'année. Écoute, il y a des fortes chances que moi aussi se retrouve dans le classement. Bref, pour plus en parler en détail, on va être du côté spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Alors, on est du côté spoiler. Ouais. Et donc, on va parler en détail du film. Moi, écoute, je vais tout de suite aller avec la première scène de combat du film. Avant d'aller au début, cette scène-là m'a tellement marqué que je vais en parler tout de suite. Parce que, dans le fond, moi, je savais rien du film quand on l'a écouté. Puis quand on est arrivé à la première scène de combat, où dans le fond, il y a son implant, puis il va interroger le premier gars qui suspecte d'avoir tué sa femme. Juste une seconde, j'ai une question pour toi. T'avais même pas regardé le bande-annonce, tu savais Non. absolument rien du film, t'étais parti tout nu, genre? Ouais, c'est mon ami qui m'a convaincu, Ismaël, de l'écouter. Il a dit que sa soeur, il avait dit que c'était un excellent film avec une twist de finale incroyable. Donc ça avait beaucoup intrigué mon ami, il m'a convaincu de l'écouter, fait qu'on l'a écouté. Puis écoute, ça fait une belle découverte. Et comme je disais, la première scène de combat me jetait à terre. Je veux dire, il est dans un appartement, puis là, il est en train de se faire péter la gueule. Puis là, on apprend à la fois que l'implant lui met il y a une conscience, une intelligence artificielle dans l'implant qui lui parle, puis qui peut prendre il peut prendre le contrôle de son corps. Et quand il se pète la gueule, il dit voulez-vous que je reprenne le contrôle? Là, il fait comme OK. Puis là, la caméra, moi j'ai mis la scène, la caméra genre à se mettre de côté, puis il se redresse genre à 90 degrés, puis il commence à péter la gueule au gars, il esquive un couteau, il plaque au mur. Et là, il dit puis, ce qui est drôle, c'est qu'il se bat, mais il panique. Ouais, c'est ça. C'est la seule scène qui est un peu d'humour, là. Ouais. C'est comme, voyons, je fais ça. Puis comme, là, il fait, reste à terre, là. Reste à terre. Sa face de. Il y a les yeux comme oh mon Dieu! Puis à la fin, genre, il rouvre la bouche, là. Ah ouais, mais tu sais, il est là qui se relève, il fait relève-toi pas, relève-toi pas, relève-toi pas, relève-toi pas, relève-toi pas. Mais oui, ça. Il ouvre la bouche, ouais, c'est ça. Il enfonce un couteau, en fait, dans la bouche, puis
il l'amène comme par en arrière, puis ça... Ouais, c'est... Ça entaille sa bouche, là. Tabarnak, c'est d'une violence, là. Ah, écoute, c'est là que t'as la petite touche de décadence. Ouais, le petit côté gore, il est là. Mais écoute, cette scène-là, moi, quand on l'a fini, on a écouté quelques minutes après, puis un de mes amis est arrivé, puis on a recommencé la scène pour lui montrer à tel point que c'était fou, parce qu'il fallait absolument qu'il y avoie. On a réécouté une deuxième fois la scène back-à-back de combat, parce que c'était... Ça s'écoute tout seul, là. Écoute, puis l'acteur, il est tellement bon pour... Parce que c'est lui qui fait les mouvements, tu sais, c'est son corps, mais il est capable de faire deux émotions, il est capable de se battre en même temps d'être effrayé. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est fait. C'est ça que je disais tantôt, c'est solide, là. Écoute, j'ai jamais vu ça. Non, je trouve ça super cool, moi aussi. C'est super bon, mais là, écoute, je vais juste faire cette parenthèse-là, mais on va revenir au début du film. Ouais. Mettre en contexte. Je vais te laisser... Ouais, ben j'aimais ça, le début de film. Genre, je trouvais que ça mettait en ambiance. Tu sais, dans le fond, il montre comme la maison qui est comme dans un sous-sol. Ouais. Qui va porter la voiture qui est réparée. Puis tu sais, c'est là que tu vois la rencontre avec le scientifique. Puis tout ça, ça donne un peu, genre, ça met la table. Et je trouve que si tu as déjà vu le film, je suis sûr que c'était des choses que tu vas remarquer au deuxième coup d'œil, si tu veux. Pour vrai. Puis tu sais, tu te poses beaucoup de questions quand vient le temps que sa femme se fait tuer. Puis tu te dis, mais ouais, pourquoi ils font ça? Ouais. C'est genre pas justifié pour 2 scènes. Tant que tu connais pas la fin, tu le sais pas, hein. Fait que t'es comme, ouais, voyons donc, c'est bien bizarre. Puis, écoute, non, j'ai aimé ça. Puis en plus, c'est une des rares scènes qu'on voit un peu la ville aussi. Ouais. À quel point qu'elle est futuriste, tu vois que c'est comme 2 plans, là. Mais non, je trouve ça beau. J'ai aimé aussi l'auto autonome, là, était bien fait. Ouais, mais ce qui est cool, je trouve que c'est le fait que c'est pas tout le monde qui a moyen de s'acheter un char comme ça. Il y a encore des vieux chars ou des chars comme des Civic qui sortiraient cette année, mettons. Ben, il y en a encore dans la circulation parce que c'est pas tout le monde qui a moyen de s'acheter des chars autonomes. Je trouve ça cool. Ça montrait comme un peu ce qui s'en vient tranquillement dans notre univers parce que on parle de plus en plus de ce genre de type d'auto là. Ben, il en existe déjà. Ouais, il existe déjà, mais commercialisé à grande échelle, c'est pas encore le cas. Mais c'est une question de temps, mais il reste que j'ai bien aimé la façon que c'est fait. Puis, tu sais, ils ont fait une scène, je m'attendais à un truc comme ça parce qu'ils sont dans le char, puis ils disent qu'est-ce qu'ils vont faire en attendant qu'on arrive, puis là, elle embarque dessus, puis ils commencent à s'embrasser, tu sais. Ouais. Tu te dis, ouais, ils vont faire l'amour dans le char pendant que le char Moi, j'avais fait, ça c'est cool. Mais c'était cool. Mais j'ai trouvé ça dommage qu'on ait peu vu sa femme. J'attendais à ce qu'on la voit plus, parce que je sais pas, l'actrice, je la trouve intéressante. Puis, tu sais, il la développe un peu au début, puis il coupe ce steak en la tuant. Ben, je pense que c'est juste assez pour que tu t'attaches un peu à elle. Ben, moi, je m'attends au moins à des flashbacks, un truc comme ça, tu sais, pour comprendre un peu plus le contexte. Ouais, mettre un peu de profond. Ouais. Mais Ben, au final, ça passait bien, là. Je veux dire, c'est pas négatif, mais une petite chose qui m'a chicoté. Sinon, le scientifique, il m'a beaucoup intrigué dans la mesure que l'acteur était comme. Il faisait comme le mystérieux, là. Il me faisait penser un peu à l'acteur qui joue dans le deuxième Amazing Spider-Man. Tu sais, Ouais, le Chiquitita. Green Goblin, là. Ouais. Il me faisait penser à lui. Mais je l'ai trouvé. Une chance que le twist de fin prend plus de sens dans le sens que je trouvais que le scientifique au début, je le trouvais vraiment cliché. Ah, je suis sombre, je suis blond, je porte des vestes super longues en cuir. J'étais comme, ah, c'est que t'es cliché. Puis finalement, ça va être plus que ça. Là. Non, c'est ça, puis je veux dire. Au début, il était en retrait, puis il était assez mystérieux, puis je veux dire, il est bizarre parce que dès le début, il dit je vais t'offrir un implant, mais il faut pas que t'en parles à personne, faut que ça reste secret. Puis c'est assez weird, tu sais. Puis au début, le personnage va cacher le fait qu'il est paraplégique, mais il le cache tout le long. Mais le policier a fini par le découvrir. Mais il reste que il fait bien le gars en chaise roulante, parce qu'il se promène en chaise roulante, tout ça. Puis j'ai aimé ça, le mode enquête, là. Quand il se promène, il enquête. Puis ouais, c'est super intéressant. il se promène dans sa chaise roulante, puis il arrive quelque part, il se déplace, il se lève, mettons, il y a la scène dans le bar où il arrive en chaise roulante, Mhm. puis il regarde l'autre qui est en chaise roulante, puis il dit surveille-la, puis il se lève, puis il rentre dans le bar, puis il commence à il va voir le barman, puis il pose des questions, puis tu vois qu'il veut pas répondre, puis il commence à provoquer tout le monde. Puis il dit je sais qu'un de vous a tué ma femme. Ou qui est au courant de quelque chose. Ouais. Fait que dites-le moi, puis il n'y aura pas de problème. Puis là, il le pogne, puis il l'emmène dans les toilettes. Eux, dans le bar, ils entendent juste des bruits, puis là, au début, il le tabasse. Puis il dit tu peux prendre le contrôle, puis il se lève, puis il commence à les démolir. Ah, puis c'est sanglant, puis c'est violent. Ah ouais. Puis juste le bout avec les couteaux qu'il l'interroge, là. Tabarnak! Moi, quand ils l'ont montré, j'avais peur. Chris, il a enlevé toute la peau. C'était. Mais c'est une scène qui est drôle un peu en quelque part parce que tout le monde pense que le paraplégique t'allais se faire fesser dans la toilette. Puis il va revenir, puis il va avoir mis tout le monde KO. Là. Ouais. Écoute, j'ai bien aimé, encore une fois cette scène de combat-là.
J'ai aimé aussi un peu par la suite où il y a une tension parce qu'il doit se dépêcher parce qu'il va perdre le contrôle de son corps. Ouais, c'est ça. Parce que le scientifique il a appris qu'il s'en sert pour faire sa vengeance puis il peut se poser. Puis il court à travers la ville pour rejoindre une personne qui peut l'aider. Tu sais, il commence à paniquer, il commence à être paralysé, là, il rampe, là, il s'accroche. Puis, tu sais, il est sur un fort, tu sais, son visage, là, il parle pas, mais tu regardes son visage, puis tu vois qu'il veut pas, tu sais, il veut vivre. Puis, parce que pendant un certain temps, tu as l'impression qu'il veut mourir, tu sais. Puis il dit même, il dit j'ai plus de vie. Mais à ce moment-là, tu le regardes, puis tu vois qu'il y a un but, là. Il y a un but à vivre, puis j'ai bien aimé ses émotions dans le film. Surtout cette scène-là. Écoute, je sais pas où tu vas aller aussi par la suite. On s'approche quand même rapidement de la fin. Il y a une autre scène sur un Ben, toit aussi. c'est là que j'allais venir justement comme la course-poursuite quand il rencontre les geeks bizarres qui portent Ouais. des casques VR, pis t'es comme l'autre, elle veut pas qu'il assume son genre, là. Elle fait non, tu t'assumeras pas mon genre, parce que c'est comme pas clair si c'est une femme ou un Elle dit homme. je suis un nom binaire. Là. Ouais, c'est ça. Puis le monde sont comme. Ça montre qu'à quel point aussi les casques VR ont comme pris de l'ampleur dans la vie, puis qu'il y a du monde qui sort pas de là. Ouais, parce qu'elle dit, il demande s'ils sont là depuis combien de temps. Il dit des heures, des jours, des semaines. Il est comme, hein? Ouais, puis il juge en plus. Là. Puis là, ce que j'ai aimé, c'est que justement, c'est là qu'il y a la course poursuite avec les gars qui ont les armes dans les mains. Ouais. Puis ils se courent en haut, ils courent dans les marches, puis t'es comme. Le méchant, il est comme overpowered, là, ça a juste pas de crise de sang. Il lance des genres de bactéries à travers sa bouche, puis il voit les deux sachants qui montent dans l'ascenseur, puis ils tirent avant même que les autres sortent. Là, ils sont même pas sortis, Ouais, ils sont c'est encore genre là. un Robocop, là, je veux dire. Ouais, puis tu te dis, Colin, il est pas battable, puis finalement, il aurait pu. On pourrait aller vers la fin, dans le fond, parce que la raison pourquoi il réussit à le battre, ben, c'est parce que c'était voulu. Ouais, c'était voulu, mais. Parce que quand il arrive pour le battre, puis il dit, c'était pas moi, j'étais engagé pour faire ça, puis tu sais, c'était pas ta femme la cible, c'était toi. Puis comme quoi, puis il commence à faire les liens. Puis Ben, c'est parce que quand ils ont tué sa femme, c'était juste pour le fun. Ouais. Puis lui, il en a profité pour y rentrer un implant quand il était à terre, tu sais. Ouais, c'est ça, pour qu'il devienne paralysé. Ouais, c'est ça, parce que dans le fond, il n'a jamais été paralysé, là. Non, c'est ça, c'était juste pour l'obliger, parce que dans le fond, le vrai grand méchant du film, ben, c'est l'intelligence artificielle qui le suit depuis le début, qui dans le fond a pris le contrôle de la compagnie du scientifique et qui l'a obligé à mettre l'implant dans ce gars-là parce qu'il avait besoin. Il était dans une étape où il voulait un corps à contrôler pour avoir sa propre vie. Et donc il a vu ce gars-là comme le gars parfait pour l'être. Et donc il a détruit sa vie pour le motiver. Et même si c'est un petit peu cliché, il reste que la twist finale là. Ah ouais, je l'ai pas vu venir. La seule affaire que je comprends pas, puis là, tu vas peut-être pouvoir m'expliquer, c'est pourquoi à quel point l'autre scientifique tente de le ralentir. Qui tente de le ralentir. Ouais, Ben c'est qu'il veut l'empêcher. Parce que quand il court pour se faire activer sa puce, ouais. il essaie de l'empêcher parce qu'il sait que s'il le laisse faire, le méchant, l'intelligence artificielle va avoir le contrôle total sur son corps. Parce qu'avant ça, c'est lui qui doit l'autoriser. Il dit vas-y, prends le contrôle de mon corps. Mais quand il se fait resetter par la pirateuse, il dit après, il dit quand tu as fait ça, tu m'as permis d'être 100% avoir le contrôle sur ton corps, fait que j'ai plus besoin de te le demander. Maintenant, ton corps, j'ai plus besoin de toi. Ah. C'est pour ça qu'à la fin, il est plus là. Ouais, c'est ça, là, il est comme dans son subconscient. Ok, c'est un détail qui me manquait, là. Moi, je l'avais compris. Puis c'est aussi une belle ouverture pour une suite, dans la mesure qu'il s'en va. Puis ça pourrait finir de même aussi. Ouais, ça peut finir même aussi, mais le réalisateur a dit qu'il y avait du potentiel pour faire une suite. Il y avait du stock. Fait que... Ben, tu te dis probablement que Logan, ben, au Grey, va se rendre compte que finalement, tout est fake, là. Puis il va réussir à prendre le dessus, puis tu sais, ça pourrait faire une belle dualité entre l'intelligence artificielle et l'humain. Je verrais bien un potentiel, mais la touche finale avec le scientifique qui dit qu'il compte toute la vraie histoire, puis dit qu'il a jamais eu le contrôle, tout ça, écoute, moi ça m'a choqué, là. C'est bien pensé. C'est vraiment bien pensé. Écoute, je pense qu'on a fait le tour du film. Ouais. Ouais. Bref, on va avec la note. Ouais. Je te laisse y aller. Moi, c'est un petit coup de cœur. Le film il est bien réalisé, il est bien joué, il est bien monté. Il y a un bon twist. Le film t'entraîne, c'est vraiment divertissant. Tu passes vraiment un bon moment. C'est beau. Puis j'espère en voir d'autres de films comme ça. Ça prouve que c'est encore une preuve que les scénarios, c'est tellement plus important que le reste. Là. C'en est une preuve. Moi, je donne un 3.5 sur 5, 3.5 sur 5 sans hésiter. Écoute, je suis d'accord, c'est une vraie perle. Ça prouve qu'il faut laisser sa chance au film indépendant. L'acteur principal, il est solide, il est vraiment très bon. Genre de le voir dans d'autres rôles. Le scénario, les décors, les effets spéciaux, c'est un niveau incroyable pour le budget qu'ils ont. Ouais, ils sont vraiment bien très bon. débrouillés. Écoute, c'est vraiment une belle découverte. Puis le réalisateur, on voit qu'il tenait le projet. Comme à chaque fois qu'il fait un projet, on voit qu'il a à cœur. La preuve, c'est que Décadence, la franchise, il a toujours surveillé, il l'a toujours fait, il a toujours fait en sorte que c'est une bonne qualité. Même chose pour Insidious. Et dans ce cas-ci, écoute, on sent que
il tenait au projet. J'espère que ça va mettre ce réalisateur-là sur la map. Ben, plus sa map que juste ce qu'il a fait, parce que c'est un réalisateur spécialisé dans l'horreur, mais si t'écoutes jamais de film d'horreur, tu sais pas c'est qui. Mais tu sais, je le verrais bien. S'il est capable de réaliser un film comme ça, il pourrait bien faire un Star Trek. Là, t'sais. Genre. Pas un Star Wars, mais un Star Trek. Là, t'sais. Peut-être bien, écoute. Imagine un Star Trek plus sombre, là, dans des ruelles que tout est sale, moins épuré. Là. Avec des combats plus dynamiques, là. Ouais, ouais. Pas juste des piou! Bref, moi j'y donne un 3.5 comme toi sur 5. Amplement mérité. J'hésitais à donner 4. Mais je pense qu'il faut être réaliste quand même. J'y donne 3.5. Parce que c'est pas un chef-d'œuvre non plus. Non, le film c'est a ça. sa longueur. C'est un excellent film à découvrir absolument. Donc allez-y sans hésiter. Même si vous n'aimez pas les films d'horreur, ce sera pas un problème parce que c'est peu présent. Il y a des touches à certains moments, mais c'est beaucoup d'horreur psychologique. Ouais. C'est ça qui est vraiment marquant. C'est le personnage principal qui vit principalement toute l'horreur, mais psychologiquement. Donc, bref, un bon film à voir. Et j'ai hâte de revoir cet acteur-là dans d'autres rôles. Donc, c'est le mot de la fin. Puis, me suivre moi, Mathieu Bain-Prévost, sur Facebook et sur Facebook uniquement, voilà. Puis suivre Max Taillon sur Facebook, Twitter. Mais toi, on peut pas te trouver sur Badoo et sur Tinder? Je suis plus sur Tinder, puis je trouve ça que c'est de la merde, ça marche pas. Mais je suis sur At et sur Badoo, effectivement. C'est quoi? C'est une application que, dans le fond, c'est comme c'est de rencontre, mais dans la mesure que c'est avec les gens que tu croises. Fait que si tu croises d'autres personnes qui ont l'application dans la rue, mais leur profil va apparaître dans ta liste et tu vas pouvoir les liker. Comme si ça prend juste les gens que tu croises, donc les gens proches de toi. Puis à date? J'ai eu quelques likes, mais rien de concret, là. Ok. Mais c'est intéressant parce que c'est juste des personnes que tu croises dans ta région. Fait que tu sais, ça reste quand même centré. Ouais, comparativement à Badoo qui va loin, là. Aussi, ou Tinder, c'est vraiment aussi très large. C'est intéressant pour ça. Puis Max, mais c'est Facebook, Twitter, Badoo, Tinder, toutes les patentes de même. Oh, ouais. Instagram. Instagram, voilà. Je vais voir des photos de ma photos barbe. en chest de Max. Ah ouais, gâtez-vous. Voilà, et le podcast peut être vu sur Facebook, Twitter, iTunes, YouTube, DJ Pod, RZO, Balado Québec, Canal Cinéma, même si on n'est plus sûr qu'on est encore sur Canal Cinéma. Genre 3 semaines qu'on se dit, on va aller voir. Faudrait vérifier, mais en tout cas, on l'espère parce qu'on a fait une entente avec eux, puis c'était apprécié. Et on est aussi sur la chaîne du 109 CHI. J'ai juste une petite précision, je sais pas si j'avais dit la semaine passée, mais on est décalé sur la radio parce qu'il y a eu un problème avec le montage et j'ai dû décaler les épisodes. Donc, si vous écoutez à chaque semaine à la radio au 109 CHI, on est décalé d'un épisode. Donc, on est en retard d'un épisode à la radio. Ok. Mais quand on va prendre une pause, ça va pouvoir se restabiliser. Mais pour l'instant, on est décalé. Donc, d'un épisode. Fait que c'est pas très grave. Fait qu'on a une journée de congé, c'est ça que tu me dis, là? Théoriquement, on pourrait prendre une semaine de congé, théoriquement. Alright. Mais on va essayer de l'éviter, là. Ouais. Mais bref, voilà. Donc, c'est tout. Écoute, on vous dit restez à l'écoute. Et on vous dit à la semaine prochaine. Do-wap, do-wap, choupi-doubi-doo-wap. Do-wap, do-wap, choupi-doubi-doo-wap.